Eh ben salut Nicolas, Salut. comment vas-tu? Écoute, ça va bien, hein, ça va bien, ça va bien. Beaucoup de boulot, pas mal de fatigue, mais la patate, ouais, mais Ouais, ça pas va mal très de bien. boulot, pas mal de fatigue et t'as quand même pris le temps d'être avec moi ce soir pour qu'on se fasse un petit épisode de podcast, donc déjà merci à toi. Ouais, Et avec je, plaisir. je suis content de t'avoir en fait parce que moi j'ai l'impression que ça va faire une sorte de crossover. Là l'épisode qu'on est en train de faire ensemble, de crossover entre toi et ta communauté et notre communauté qui est celle des Bitcoiners. Et je pense que ça va être assez sympa parce qu'au final on a quand même des beaucoup d'innombrables points de convergence, hein. Et je sais que toi tu t'intéresses beaucoup aux questions économiques. De toute façon derrière toi on voit le Duke Mrs, donc va y avoir de quoi, des belles choses dont on va parler, je pense. Et avant vraiment qu'on plonge dans le cœur des sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut parler d'actu, on peut parler d'économie, on peut parler de crypto-monnaie, on peut parler d'entrepreneuriat, etc. Avant qu'on commence ensemble, j'aimerais justement que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, je m'appelle Nicolas Alphonse, si je vais avoir 40 ans là, la semaine prochaine, oui. Ça fait, ce mois-ci, c'est aussi l'anniversaire de 20 ans de ma toute première, bon, elle a été fermée depuis, mais ça fait 20 ans que j'entreprends, Mhm. principalement dans la tech. Je programme depuis que je suis, petit, depuis que j'ai 8 ans, donc en fait, je suis tombé dans la tech, petit, c'était une passion. J'ai eu plusieurs startups dans la tech. J'ai levé, avec plusieurs startups pour, des enfin, normalement, le montant est undisclosed, mais, j'ai levé sur l'ensemble de mes startups plusieurs centaines de millions de dollars. Bon, connu des crashs aussi, j'ai la chance d'avoir sur le CV, une licorne. Une licorne qui est, dans la tech et le divertissement audiovisuel, qui est la première, qui a été, la première boîte de divertissement audiovisuel sur les réseaux sociaux, Jelly Smack, avec 800 millions d'abonnés à son plus fort et 20 milliards de vidéos vues par mois. Donc on D'accord, démarre à 4 et on on connaît le pic avec 2 500 personnes dans 19 pays. d'accord. Bon, j'en suis toujours associé, mais j'y travaille plus depuis 2 ans. Et je suis parti sur d'autres aventures entrepreneuriales. Donc, aujourd'hui, et depuis quelques années, je suis aussi business angel, c'est-à-dire que j'investis, modestement, hein. Je suis pas encore, je suis pas encore Éric Larchevêque, mais j'ai investi aussi dans des startups. Voilà, voilà, voilà. Bah, tu très modeste, hein, dans ce que tu fais, dans ce que tu te présentes. C'est ouais, c'est génial comme ça, les profils comme toi qui sont des entrepreneurs. Donc c'est vraiment ces héros du marché qui vont proposer de la valeur. Non mais tu vois, je te brosse dans le sens du poil. Non mais les personnes comme ça qui vont proposer de la valeur nouvelle sur le marché qui sera ou non acceptée. Parce que comme tu dis, tu as à la fois du succès mais tu as aussi des échecs, hein, ça fait partie du processus, hein. Et c'est génial d'avoir comme ça un profil comme toi voilà, qui s'investit et en plus alors qui s'investit, voilà, à visage aussi découvert pour parler de politique, parler d'économie, parce que c'est pas aussi évident d'être public comme ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Mais totalement, 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 et malheureusement, on peut le faire déjà quand on est son propre patron, tu vois? ouais, Et qu'on a ben, c'est presque une liberté qui s'achèterait, tu vois? C'est-à-dire que, à tout moment, c'est difficile aujourd'hui de dire à visage découvert, ce qu'on pense. hmm, Quand, on a des idées radicales ou même quand elles sont pas radicales, en fait. ouais. Et c'est vrai que c'est malheureusement, ouais, difficile parce que tu es très vite sanctionné par le reste de la société, quoi, Hmm. socialement ou dans ton travail ou Bah ça, non mais ça c'est clair parce que toi, moi j'ai, comment dire, moi c'est la même chose que pour toi. Moi, c'est vrai que je suis pas du tout anonyme, etc. Donc je parle avec mon vrai nom, mon vrai prénom. Et c'est vrai que tu as toujours ce risque en effet de te faire un peu cancel ou sanctionner par la société, que ce soit par ton cercle proche de sociabilité ou par d'autres personnes que tu ne connais même pas. Donc ça c'est en effet un risque qui vient avec voilà avec ses prises de parole publiques. Et tout à l'heure tu mentionnais Éric Larchevêque, hein. Et lui il fait bien partie aussi de ces exemples de personnes qui justement je pense ont passé un cap
j'ai fait des choses dans ma vie, j'ai réussi certaines choses, je suis financièrement voilà, à l'aise, et ça me permet justement de pouvoir plus facilement prendre la parole. Et de toute façon, si on essaye de me critiquer, d'essayer de me faire taire, etc., bah, en fait, je m'en bats les couilles, quoi, toi. Donc, l'un va avec l'autre, je pense. Toi, tu peux te permettre aussi de l'ouvrir quand tu as justement cette capacité à être connu pour ce que tu as déjà produit, et on sait que tu viens de pas de nulle part, et que voilà, Alors, quoi. même quand on est à ce niveau-là, on s'expose quand même. On Oui, bien s'expose sûr. quand même, c'est-à-dire que même, bon, je suis pas, encore une fois, je suis pas encore au niveau de l'archevêque, mais même l'archevêque n'est pas à l'abri d'une chute et parce que c'est pas parce qu'il a un patrimoine de, je crois que c'est 364 millions Ouais, c'est ça, d'euros. en action Ledger, je crois, Euh, essentiellement. c'est de l'action ledger, c'est pas du cash, c'est pas de la Mhm. liquidité. Il a une quantité finie, j'ai envie de dire, d'argent mobilisable. Et à tout moment, bah, je lui souhaite vraiment pas, je fais les cornes, tu Ah vois, oui, mais non, bien sûr. à tout moment, lui aussi peut être mal en point, et moi encore plus. J'ai envie de dire, même un Elon Musk aujourd'hui, lui, c'est vraiment la Bah, personne par excellence qui s'en branle totalement. Euh, mais même quelqu'un comme lui est pas non plus, alors le risque est moindre, effectivement, ouais, bien sûr. mais le risque existe toujours. Ouais, bien sûr, ça malheureusement le risque existe toujours, peu importe, oui, en effet, ton capital financier, peu importe ta prétendue résilience comme ça de ce côté-là, bah forcément tu n'es pas que ton porte-monnaie, hein. T'as aussi un nom, t'as aussi une réputation, t'as aussi C'est ça. voilà, un cercle proche. Et voilà, que tu sois l'homme le plus riche du monde, Musk, ou quelqu'un comme l'archevêque, toi, et autres, c'est vrai il y a toujours un peu cette difficulté en effet de parler de ce genre de sujet, voilà, publiquement. Alors que pourtant, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce ne sont pas des sujets qui sont radicaux, quoi. Ce Même sont des pas, oui, sujets, c'est ouais, clair. c'est ça, c'est Clairement, ouais, c'est ça. tu fais que parler de libéralisme, je fais que parler Ouais, de mais le libéralisme. vrai problème, c'est que vis-à-vis de la société, en général, c'est Mm. que même ta position que toi tu estimes comme modérée, tu un paquet de monde qui vont la trouver radicale. La fenêtre d'Overton, elle s'est drastiquement déplacée vers la gauche, là, ces 10-15 dernières années. Et vraiment, ça s'est amplifié ces 5-6 dernières années. La fenêtre d'Overton est vraiment, elle a été vraiment tirée à gauche, Mm. surtout en France et aux États-Unis aussi. Mm. Ce qui fait que ta position, qui peut être libérale modérée ou libérale, tu vois, va être perçue comme extrême. J'ai envie de dire, mais les mecs, ils sont, enfin, je sais pas, tu vas prôner par exemple la retraite, un mix de retraite par capitalisation, tu vois? Tu vas dire: «Il faut faire un mix par capitalisation». Au-delà même de l'aspect idéologique, c'est mathématique, c'est obligatoire parce que sinon tu vas dans le mur, tu vois? Oui, Mathématiquement. bien sûr. Hem, il y a que 3 pays dans le monde aujourd'hui, 4 pardon, 4 pays dans le monde, 4 pays dans le monde aujourd'hui qui ne fonctionnent que par répartition. France, Venezuela, Cuba et je sais plus quel autre pays, tu vois? Ah Tous ouais, les autres pays du monde oui, ils ont. ont un mix répartition-capitalisation. Ça veut dire que c'est une norme, même si idéologiquement tu pourrais dire c'est pas ce qu'il faut faire, c'est même plus une question de moyenne mondiale. C'est-à-dire que la normalité, ce qui est commun pour 3 milliards d'employés dans le monde, c'est d'avoir un mix et par capitalisation et par répartition. Et j'ai envie de dire que le positionnement gauche-droite de ta politique, ça va être le pourcentage de ce mix, tu vois. Ça va Ouais. pas être l'existence de ce mix. Et ben Ouais. aujourd'hui, tu vas dire retraite par capitalisation, on va te traiter de nazi pestiféré, Ouais. ultra-libéral, tout ce que tu veux. Les mecs, en France, ne sont pas prêts pour du vrai libéralisme. Ils Mm. vont saigner du nez, en fait. Ah ouais, non, mais c'est ça, mais ça, tu le vois tous les jours, quoi. Déjà, en effet, là, tu parles du sujet de la retraite par capitalisation, qui est un sujet en plus qui devrait en fait être anecdotique, parce que c'est tellement évident Ah oui. que voilà, c'est mieux d'investir ton argent pour tes vieux jours dans des actifs, dans des assets voilà, qui reflètent en fait une véritable valeur ajoutée créée par le marché, plutôt que de ponctionner un tel pour financer ta propre retraite, hein. Et tu le vois, tu as ce problème-là en France. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, parce que toi, le socialiste, il va te dire que les actionnaires se gavent, hein, sur les marchés.
Par contre, ils vont refuser aussi la retraite par capitalisation, quoi. Donc il y a toujours, de toute façon, Ouais, c'est ça. Et puis, même là, Zuckman, il y a encore 2-3 jours, là, il est au calme, il va te dire, oui, ça fait 8% par an. Là, quand c'est pour taxer le patrimoine, ça fait 8% par an, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on parle de retraite, c'est, oui, mais vous comprenez, à tout moment, tu risques de tout perdre. Bah, frère, non. il y a 2 jours, tu disais strictement l'inverse. Tu vois? Non, mais de toute façon, là, c'est des personnes qui n'ont aucune. De toute façon, ce sont des personnes qui fonctionnent beaucoup à l'affect, hein, beaucoup à l'émotionnel, etc. Et en Mais effet, oui. ce sont des personnes qui, je pense, d'un point de vue purement intellectuel et d'un point de vue même caractériel, elles seraient même pas faites pour investir en bourse, hein, parce que à la moindre chute de 2, 3, 4, 5%, elles seraient en mode panic sell et à retirer, je pense, tout d'un coup. Et ce sont des personnes qui ont du mal aussi à admettre une chose, c'est que quand tu vas épargner pour ta retraite, donc en achetant par exemple des actions, des ETF ou ce genre de choses, tu épargnes pour un horizon de temps qui est de 25, 30, 35, 40 ans. Donc forcément, il faut dézoomer, il faut pas rester focalisé sur l'intraday, etc., sur les marchés, parce que là, tu te fais absolument rect, et c'est pas comme ça. Guiraud de LFI, je l'avais ratio comme ça sur Twitter. Il y avait eu une baisse mais je sais plus, de 8% du CAC 40 il y a quelques mois là, Ouais. sur une journée. Et il a fait un screen du cours et il a dit, alors, vous voulez toujours de la retraite par capitalisation? Et je lui avais répondu, j'avais dit, mais la retraite par capitalisation, c'est sur un horizon de 40 ans, pas de 8 heures, en fait, tu vois, Oui, c'est avec ça. le screen du CAC 40 pendant 40 ans. Ah ouais, non, mais C'est exactement ça. c'est hallucinant. Mais après, bon, moi, il y a toujours un truc que je dis, hein, par rapport aux socialistes. Alors, quand je dis socialistes, hein, pour ceux qui écoutent, hein, c'est droite-gauche, hein, je mets tout le monde dans le même panier. C'est forcément, c'est toujours un mix alors, à la fois d'affect, de je sens les choses, et un mix d'ignorance, en fait. Et tu mets les deux ensemble et paf, ça fait des chocs à pic, j'ai envie de dire, mais chocs à pic un peu rouges. Et malheureusement, voilà, c'est quand tu prends par exemple la France, imagine juste si en France, sur les 45 dernières années, si on avait plutôt opté pour la capitalisation plutôt que la répartition, on aurait, je pense, un niveau de vie qui serait proche d'un Norvégien aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, on aurait un fonds souverain français qui serait, mais genre rempli, qui Ouais, c'est déborderait de ça. partout. Quand tu en as parlé, j'ai pensé justement à la Norvège. J'ai pensé justement à la Norvège. Leur fonds souverain, il a fait un rendement de 80 milliards là, je crois. Ouais. C'est super-héros déficit français. Tu Ouais, vois, ouais. Ah non, c'est ça. Après, malheureusement, un fonds souverain norvégien en France, c'est pas possible parce que ça sous-entend un équilibre budgétaire et même des excédents budgétaires pour justement alimenter ce fonds-là. Ce que les Norvégiens, eux, ont réussi à faire parce que voilà, ils ont une discipline budgétaire qui a été respectée depuis très longtemps, et ils alimentaient voilà constamment ce fonds. Et ça, c'est un sujet dont on parle souvent. Là, je prends un peu la casquette Bitcoiner. On en parlait souvent d'ailleurs avec la volonté de certains États, par exemple, de constituer des réserves stratégiques de Bitcoin. Et on se demandait comme toujours, fait Bukele. ouais, voilà. Alors du coup, oui. Alors comme fait Bukele, alors Bukele c'est un peu différent. Enfin, je creuse un peu parce que c'est vrai que le Bukele lui il achète des bitcoins. Alors je sais pas si c'est avec des excédents budgétaires de l'État salvadorien ou s'il emprunte sur les marchés pour les acheter. Mais par exemple, je sais que si tu veux vraiment mettre en place un fonds souverain, ça implique justement que tu convertisses une partie des excédents budgétaires de l'État dans ça. Et par exemple, c'est une chose qui serait impossible d'être réalisée, par exemple, aux États-Unis, où pourtant ils parlaient de mettre ça en place après l'élection de Trump il y a plus d'1 an, quoi. Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant. Peut-être qu'on l'abordera un peu plus tard, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la question comme ça de quand tu fais la répartition, bah, du coup, tu peux faire fonctionner ça via la fiscalité, via l'endettement, via l'inflation. Mais quand tu veux faire comme ça un fonds souverain, faut que tu dois aborder d'autres stratégies, et le fonds souverain sous-entend une responsabilité dans la gestion du budget de l'État qui n'est pas forcément celle qu'on a aujourd'hui dans la plupart des pays de l'Occident, France forcément inclus. Et c'est très, 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 très problématique, quoi. Mais Malheureusement. moi, si j'étais au pouvoir et que je faisais un fonds souverain, interdiction pour le moindre fonctionnaire de toucher de toucher aux actifs. Je confie la gestion à des gestionnaires comme BlackRock, Vanguard, Amundi, tu vois, je veux dire, démerdez-vous, Natixis, je les mets Ouais, tous je les mets tous en compétition et faites du bon travail, les gars. Voilà, c'est leur ouais. métier. C'est un métier. Alors, c'est Touche pas un fonctionnaire pas, qui va me gérer ça. touche pas au Grisby, salope, comme dirait l'autre. Ouais, non, mais après, c'est ça, tu mets en compétition des fonds de gestion. Après, Exactement. on a aussi des fonds de gestion en France, hein, donc il y a la compétence aussi en France pour gérer ce genre de choses, hein, ça, il n'y a pas de souci. Tu prends un ETF World et puis hop, c'est bon, hein, tu fermes les yeux pendant 30 ans au pire.
tu mets un peu de Bitcoin avec. Hein, pourquoi Non, pas. mais voilà, il faut diversifier aussi. Oui, Il faut voilà, bien diversifier sûr. aussi. Et voilà. Bien sûr, mais voilà, mais tout ça pour dire qu'en effet, il y a des choses qui paraissent évidentes, qui pourraient être faites dès maintenant, mais qui ne le sont pas. Et tout à l'heure, tu évoquais aussi une idée qui est super importante. Moi, je suis persuadé de ça. C'est que à un moment donné, quand t'es au rênes du pouvoir, enfin quand t'as les rênes du pouvoir, quand t'es au sommet de l'État, il y a une chose, et ça c'est propre justement à la fonction même de l'État, c'est que tu peux t'extraire de la dure loi du marché, tu peux t'extraire de l'arithmétique des profits et des pertes, et tu peux en fait flotter un peu au-dessus du monde et te dire ce qui concerne le commun des mortels, c'est-à-dire d'avoir un budget qui soit bien géré, de faire attention à où investir, à pas faire des décisions de merde qui pourraient me causer des pertes personnelles ou pour ma famille. En fait, toutes ces règles qui règlent le marché libre, que ce soit au niveau individuel, familial ou même de la communauté, de la société, et ben il y a qu'une seule entité, une seule institution qui arrive en fait à s'extraire de ça, c'est l'État. Et vu que l'État ne produit rien, tout ce qu'il perçoit, il le perçoit de la fiscalité, hein, la prédation fiscale, il a en fait, il n'est pas incité à la bonne action de base, et c'est ça en fait qui va lui c'est ça qui va lui permettre de fermer les yeux sur la capitalisation, et d'ailleurs on en parle souvent dans la communauté bitcoiner, c'est ce qui a fait aussi fermer les yeux de l'État français depuis 2017 sur le minage de bitcoin en France, sur les excédents de production d'énergie d'EDF. Et t'as plein comme ça de choix. T'as plein de choix en fait qui sont idéologiquement motivés parce que t'as forcément des fonctionnaires qui vont te dire oui mais faut pas faire ça parce que c'est pas bien, c'est pas propre et tout. On n'a pas vu ça à l'ENS, c'est pas voilà. Et alors que sur le marché ça n'aurait aucun sens quoi. Et moi j'aime bien cette Ouais. idée de voilà t'as ceux qui arrivent à s'extraire du réel et t'as ceux qui n'ont pas le choix que de s'y conformer quoi. Mais après, il y a deux choses aussi. C'est que, bon, premièrement, les gens qui sont élus pour voter les budgets, pour les écrire, pour les, typiquement, je pense à Coquerel, qui est le président de la commission de finances. Président de la commission de finances. Il y a 3 jours, quand il parlait de la taxe Zuckman sur les plateaux télé, je crois que c'était sur le plateau de BFM, le mec confondait rendement avec plus-value et patrimoine avec revenu. Donc à ce niveau-là d'incompétence économique et financière, on ne peut que on ne peut je sur le coup, ça me fait rire quand je vois ça. Tu me dis: «Mais qu'est-ce qu'il est con!» et tu rigoles, tu vois? Et après tu dis: «Attends, le mec, il est à la commission des finances, il vote les budgets, il va te pondre des nouvelles taxes. Il 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 enfin, pour moi, on ce genre d'incompétence économique et fiscale devrait être disqualificatoire pour ce genre de fonction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des élus qui dressent des budgets et qui les votent, qui connaissent pas les bases de l'économie. Les bases des bases de l'économie, c'est confondre patrimoine et revenu, carton rouge, confondre rendement et plus-value, carton rouge, et ces mecs-là vont te justifier des taxes sur le patrimoine derrière. C'est lunaire, c'est lunaire. Il y a plus que de la démagogie en politique. Ils vont scander des slogans que les gens ont envie d'entendre. Le SMIC à 1600, tu vois, je veux dire, non, les gens sont contents, ils ont envie d'entendre ça. Ils s'en foutent en fait que ils comprennent pas les gens, la plupart des gens ne comprennent pas toute l'économie, et c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. On manque d'éducation économique dans ce pays. Mais ils font confiance aux politiciens qui leur disent oui, le SMIC à 1600. Mais ces politiciens non plus comprennent rien, tu vois. Donc, et le plus marrant, c'est que l'an dernier, pendant la campagne des législatives, c'était un de leurs fers de lance, le SMIC à 1600 à LFI et au NFP. Ce qui m'avait éclaté, c'est que Mélenchon, j'ai le souvenir de ce discours. Mélenchon dit oui, au micro, à la télé, comme ça. Il dit oui, vous nous élisez, le 7, on est dans l'Assemblée, le 8, on vote le SMIC à 1600, tu vois. Et, dans le même temps, dans les mêmes jours, si tu veux, t'as, Michael Zemmour, qui est un économiste de gauche, qui est un économiste NFP, hein. Oui, bien sûr. La vidéo est visible, elle est sur la chaîne de Blast, hein, sur YouTube. Blast, qui est une chaîne de gauche, hein.
il parlait du SMIC à 1006, tu vois, et la présentatrice lui dit, est-ce que le SMIC à 1006, machin, couffin et tout. Et Zemmour, tu vois la tête, tu vois sa tête, il est comme ça, il fait, alors, et puis il dit comme ça, il dit, bon, quelques mots près, hein, tu vois, je veux dire, mais il dit, c'est vrai que le SMIC à 1006 est une mesure ambitieuse qui va demander un calendrier pour être déployé. Donc, tout de suite, le mec, il prend des gants pour dire, non, on peut pas le faire d'un coup. Ça va être obligé de le faire. C'est-à-dire que là, tu as un économiste qui est honnête, parce que tout économiste honnête et sérieux ne peut pas soutenir une montée aussi violente du SMIC. Ah bah, si tu veux tuer les petits entrepreneurs, c'est la meilleure chose qu'il faut faire, quoi. Ça, c'est clair. Mais oui, mais c'est hallucinant. De toute façon, tu parles de Coquerel. Moi, j'ai envie de dire aussi Sandrine Rousseau, hein, qui se présente elle-même comme étant économiste. putain, et elle a un doctorat en économie, Sandrine Rousseau. Elle a un doctorat. Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Première chose, il faut se dire une chose, c'est que Coquerel, Rousseau, d'un point de vue purement économique, c'est le meilleur ce que la gauche peut offrir. Donc c'est un peu ce sont les meilleurs de leur rang, tu vois. C'est un peu comme si tu allais en bataille rangée contre les gauchistes et tu leur dis sortez-moi votre champion en économie que je débatte, et toi ils vont te sortir. Alors autant Coquerel et Rousseau sont vraiment des tanches en économie, mais vraiment des tanches niveau zéro. Autant on le soupçonne pas, mais Mélenchon, il y comprend quand même pas mal en économie. Ouais, d'accord. Après, okay. C'est un putain de démagogue malhonnête, hein. Derrière, quand il vend des trucs, il sait très bien que c'est pas possible, il va te les vendre. Mais le mec est plus malin que ça, et il s'y entend beaucoup plus que ça en économie. J'imagine j'ose espérer que le mec il comprenne quand même 2-3 choses que ce soit en économie en général ou même dans la gestion du budget de l'État, parce qu'il est quand même sénateur il a été sénateur depuis les 86 ou 84, je sais il a plus. été à tous les postes. Voilà, Mélenchon. Voilà, il a été dans le ministère, Sénat, Assemblée. Excuse-moi, je suis que de couper, mais juste parce que celle-là, elle est fantastique. C'est que Mélenchon, à la dernière présidentielle, il avait 70 ans. Et à ce moment-là, il cumulait son propre âge, 70 ans aussi, de mandat politique. pour dire, hein, tu vois, c'est-à-dire qu'il avait 70 ans et il cumulait 70 ans de mandat politique derrière lui sur le CV, tu vois. Putain, vas-y, le mec, il a à peu près un siècle de passif politique. Non, mais c'est. Depuis, il est plus élu à rien, je crois. Ça fait quelques années qu'il est plus député, ouais. Enfin, 70 ans, c'est quand même 70 ans de trop, quoi. C'est énormissime, mais c'est clair. Ouais. Ça, c'est un autre effet néfaste du cumul des mandats, hein, c'est que quand t'as un élu qui est quand même, on va dire nul, pour rester poli, forcément, quand il va cumuler plusieurs mandats, mais en fait, sa nullité, elle s'additionne. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du cumul des mandats. Bon, après, il y a d'autres avantages à ça, mais là, c'est un des gros problèmes, ça, c'est clair, quoi. Et la deuxième chose que je voulais dire, moi, par rapport à Sandrine Rousseau, Éric Coquerel, par rapport, en fait, à ces économistes qui, comme tu le dis, ils ont des masters en économie, ils ont des doctorats en économie, donc ils ont fait des mémoires, ils ont fait des thèses, donc normalement, ils connaissent le sujet. Ce sont en fait des personnes qui sont... alors, c'est comme ça que moi je le présente, mais si tu aimes l'économie autrichienne, le libéralisme, c'est comme ça aussi qu'on présente dans ces écoles de pensée-là. Hein. Ce sont des personnes qui ont été en fait passées à la lycéveuse de l'économie keynésienne, quoi. Ils ont été vraiment... on leur a tout le temps dit pendant leurs études qu'il faut faire de la relance keynésienne, que l'État a un rôle à jouer, que la consommation c'est le seul indicateur de richesse, qu'il faut les investissements, il faut la dépense. En fait, ils ont été lessivés depuis des années et c'est forcément. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'ils vont te prêcher l'économie keynésienne, mais c'est droit, tu vois. Je veux dire, ils vont te dire oui, il faut faire de la relance par la politique de l'offre, de la demande, pardon, pour relancer la consommation, blablabla. Interventionnisme keynésien par excellence. D'ailleurs, ils vont même te dire que la politique de l'offre, c'est du libéralisme, ce qui est absolument, alors ce qui est leur antagonisme, hein, et c'est ce que fait Macron. Enfin, Macron fait les deux, mais pour eux, c'est ça le libéralisme, alors que pas du tout. Mais alors là-dessus, c'est vrai, ils vont être lessivés en mode keynésien, mais le patrimoine et les taxes sur le patrimoine, il n'y a aucune école économique qui puisse valider les fondements d'une taxe Zuckman, par exemple, parce que toutes les écoles économiques, toutes, même Marx, s'accordent à dire que ce patrimoine-là, boursier, hein, parce que 99% du patrimoine des fortunes qui sont visées par la taxe Zuckman, c'est du patrimoine boursier, si tu veux. Et toutes les écoles économiques le savent que ce patrimoine n'existe pas, que c'est du vent, que c'est du flanc en fait, et qui peut pas être taxé comme ça en fait. Et même Karl Marx dans le Capital, livre 3, il a inventé un terme pour ça, il appelle ça le capital fictif. C'est-à-dire que même Karl Marx appelle ça du capital fictif, eux ils vont chercher à le taxer.
Tu vois, c'est-à-dire que Mmh. n'importe quel économique, quelle que soit l'église économique, même le plus à gauche, même Karl Marx, il va te dire non, c'est du vent, ce patrimoine n'existe pas, tu ne peux pas le taxer. Tu vois, je dis, Ouais, bien même sûr. Karl Marx. Ah ouais, donc ouais, s'ils font moins bien que Marx, c'est quand même que c'est chaud, quoi. C'est chaud. Non, Mais c'est que soit ils sont totalement cons, soit ils sont totalement malhonnêtes. Soit ouais, les non, deux. mais je pense qu'il y a je sais pas, toi, quand tu prends un Piketty ou un Zuckman, c'est des personnes qui ont beaucoup longtemps travaillé justement sur ces questions d'inégalité, sur ces questions cette question du capital des ultra riches, comment est-ce qu'il est géré, comment les riches font de l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, etc. Donc en fait, ils ont une sorte d'ultra focus de marotte. En fait, pour eux, c'est ça le problème, toi. Et en fait, et c'est ça le problème d'ailleurs de l'université en général maintenant aujourd'hui, surtout en économie, c'est qu'ils sont experts, hyper spécialisés sur ce qu'ils pensent être le problème, c'est-à-dire l'évasion fiscale, les ultra riches, etc. Et ils ne veulent pas décrocher de cette marotte-là, quoi. Ils veulent pas. Ça, c'est un peu un chien qui a attrapé un Ouais, truc, il mais veut pas en totalement. démordre. Et je vois en fait, concrètement, je vois, ou en tout cas c'est comme ça qu'il essaie de le défendre. C'est-à-dire que je vois très bien hein, la mécanique que cherche à viser Zuckman. C'est-à-dire que, et on va en prendre un exemple, par exemple avec Bernard Arnault, Mhm. Bernard Arnault, pardon, ne possède pas en direct des actions LVMH. C'est sa holding familiale Agache qui détient presque 50% d'LVMH en fait. Donc quand LVMH verse des milliards de dividendes à ses actionnaires, c'est pas Arnaud qui les touche, c'est sa holding familiale. Et comme c'est sa holding qui les touche, Arnaud, effectivement, ne paye pas d'impôts là-dessus puisqu'il les a pas touchés. Et ces mécaniques et ces dividendes-là, comme c'est une holding qui les touche, ils sont beaucoup moins taxés à 2 ou 3%, Mhm. que si c'était Arnaud qui les touchait, il serait taxé à 30%. Et c'est cette mécanique-là que Zuckman cherche à tacler en fait. Mais dans ce cas-là, modifie la loi en fait. Tu taxes propose de modifier, de taxer plus cher les, les dividendes qui sont versés au holding. Et dans ce cas-là, tu rétablis le game. Mais le fait est que ces sous-là ne profitent pas à Arnaud, c'est plus les siens. Bien Ils sûr. vont être réinjectés dans l'économie. Ils vont être investis dans des boîtes. Ça va faire tourner l'économie. Mhm. Et si tu veux si tu veux agir sur ce genre de mécanique, agis ici. N'essaye pas de faire une taxe parce que la vraie conséquence d'une taxe Zuckman, c'est que ça va tout simplement déposséder les gens comme Arnaud de leur propre société. Parce que Exactement. si tu l'imposes à hauteur de 160 milliards, le revenu annuel de Bernard Arnault, il est public, hein, il est publié dans les comptes de LVMH, c'est 115 millions. Si je dis pas de conneries, Mhm. c'est 115 millions. Je sais plus si c'est brut ou net. Je crois même que c'est brut, 115 millions brut. Ok. Donc, s'il devait payer une taxe Zuckman de 2% de ces 160 milliards d'actions LVMH, ça serait supérieur de plus de 1000% à ses revenus, tu vois. Donc, il Mhm. serait obligé de vendre du LVMH, Bien sûr. et il vendrait à forte décote parce que si tu veux vendre 4 milliards de LVMH, le cours va se cracher d'un coup Mhm. et en vendant pour 4 milliards, bah, tu vas en perdre 80 en fait. Bien sûr. Et en 2 ans, 3 ans, il est dépossédé de sa boîte, Oui, totalement. bien sûr. Bah, de toute façon, c'est le jeu, c'est le pur jeu arithmétique, hein, 2% annuel. Si tu as un patrimoine net, à 2% annuel en 10 ans, tu as 20% qui sont ponctionnés et sur 35 ans, c'est la moitié en fait, tout Ouais, simplement. mais on tient même pas compte de la décote, c'est-à-dire qu'au moment où Ouais, il va en vouloir plus, vendre ouais. 4 milliards, le Mais oui, cours oui, va se cracher. bien sûr. Mais alors, Musk on l'avait prend. fait. Ouais, bah, bien sûr. Je sais On pas si tu te tient. rappelles quand Sanders l'avait alpagué, quand Musk est devenu l'homme le plus riche du monde, Ouais. il y a quelques années, qu'il a tapé les 200 milliards d'actions Tesla, tu as Bernie Sanders qui s'est exprimé publiquement en disant oui, c'est pas normal, Musk devrait payer 10 milliards d'impôts. Et Musk, pour faire le gros troll fidèle à lui-même, il a fait un sondage sur Twitter. Est-ce que je devrais donner 10 milliards euh, au Trésor américain? Twitter a répondu oui à 54%, je crois. Ouais. Et du coup, il a voulu vendre, mais tout le monde savait que c'était un troll, enfin que c'était un troll, que c'était pour le troll. Donc tout le Mhm. monde savait que. Et quand il a voulu vendre pour 10 milliards d'actions Tesla, ça lui a coûté 45 milliards parce que Ah, le baissé, ouais. marché, il a pas réagi non plus en panique sell parce Mhm. que il savait que Oui, voilà, c'était c'était. juste pour le troll. Ouais. Mais le jour où c'est l'État qui force
Bernard Arnault à vendre pour 4 milliards d'actions LVMH, c'est pas 45 milliards qu'il va perdre, ça va être 80, tu vois. Ouais, bien Parce sûr. qu'il va y avoir un gros panic sell. Ouais, mais tu vois, ça, c'est le problème de ces économistes-là. C'est ceux, en fait, ils vont trop penser par le tableur Excel. Ils vont absolument pas prendre en compte que, justement, les agents économiques, ce sont quand même des agents qui sont rationnels, alors que d'ailleurs, que eux-mêmes pensent qu'ils sont irrationnels. Mais bon, bref, ils sont rationnels, c'est l'action humaine, c'est la liberté tout simplement individuelle. Et les gens, alors déjà, si ce genre de taxe est mis en place, donc déjà, on pourra en reparler tout à l'heure parce que c'est super intéressant d'un point de vue purement anthropologique et philosophique, les effets incitatifs que ça envoie aux gens sur la préférence temporelle, sur le fait de consommer plutôt que d'épargner, de construire un capital plutôt que surconsommer le capital, c'est extrêmement intéressant. Mais il y a vraiment ils ne savent pas que justement que face à ce genre de taxes, les gens vont pas comply jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura de l'optimisation fiscale encore plus qui sera réalisée, le capital va être encore plus figé parce qu'il y aura aucun intérêt à le rendre plus liquide. T'auras forcément des faillites, t'auras des baisses d'investissement, t'auras des entrepreneurs qui sont obligés de vendre une partie des actifs qu'ils ont sur la société pour justement pouvoir payer cette taxe. Bah, du coup, ils fragilisent leur entreprise. Alors, ils la fragilisent déjà en vendant leurs propres actions, en se dépossédant eux-mêmes de l'action, c'est-à-dire en réduisant eux-mêmes leur mot à dire dans l'organisation de la boîte, tu vois. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement compliquées, et t'as aussi, bah, malheureusement, qui achète les actions, quoi. Parce que si c'est pour déposséder les entrepreneurs français pour que ce soit racheté par des fonds de gestion américains type BlackRock, Fidelity et autres, en fait, tu fais passer sous pavillon étranger les licornes françaises encore plus rapidement, quoi. Mais ça, c'est toujours, et ça, j'en parle beaucoup parce que j'en suis persuadé, on en revient toujours au visible et à l'invisible de Frédéric Bastiat, quoi. Le visible, c'est eux, ils ont le tableur Excel, ils vont dire, bah tiens, si on fait une 2% de taxe sur le patrimoine net des ultra riches, et bah du coup, ça va nous rapporter ça sur 20 ans. Sauf que ce qu'ils voient pas, bah, c'est tous les effets incitatifs que ça envoie aux individus. Les individus sont libres, ils vont prendre des décisions qui sont en fait à l'opposé de ce qu'a prévu le législateur. C'est toujours comme ça que ça marche. Et ce genre de taxe, bah, ça va faire tanker l'économie, quoi. Ça, c'est obligé. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment une connerie sans nom, quoi. Absolument. Ah, mais totalement. Et le pire, c'est ils le savent, tu vois. Je veux dire, typiquement, il y a eu ça date de l'an dernier aussi, pendant les législatives, quand Nicolas Dose pose la question à Tondelier, qui lui dit: «Vous avez pas peur d'un effet Laffer?» Que Tondelier bug un peu, et derrière, il y a eu toute une campagne médiatico-politique pour dire: «Oui, la courbe de Laffer, c'est une connerie», tu as comment il s'appelle? Alexandre Ouizy, qui est sénateur NFP, hein, et qui se revendique enseignant en économie, donc je sais pas, enseignant en économie, bon, il a fait toute une vidéo avec un petit tableau blanc, une courbe, en disant: «Oui, la courbe de Laffer, gna gna gna, c'est une connerie, ça n'a pas été validé, écoute, la courbe de Laffer, c'est juste économique. Il n'existe aucun économiste qui est débunké. Tout le monde dit c'est débunké, mais en fait, il y a Non. aucun économiste sérieux qui puisse débunker la courbe de Laffer. Et je vais même dire mieux, c'est-à-dire que Thomas Piketty, tu vois, je veux dire, c'est leur saint, hein. Thomas Piketty, il a fait des études dans lesquelles il calcule l'optimal du haut de la courbe de Laffer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des papiers publiés de Piketty dans lesquels il calcule le point haut de la courbe de Laffer. Donc écoutez, à un moment donné, arrêtez les conneries, les mecs, tu vois. C'est arrêter les conneries. Et pire que ça, c'est qu'ils exploitent l'effet Laffer pour leur propre politique. C'est-à-dire que le malus écologique, le malus automobile, par exemple, tu vois, typiquement, c'est on élève le prix des voitures pour qu'il y ait moins d'achats de voitures thermiques. C'est mécaniquement l'exploitation de l'effet Laffer. C'est-à-dire que plus le prix est élevé, moins tu vas faire de ventes. C'est typiquement, voilà. Donc tu dis que ça n'existe pas, mais tu veux l'exploiter pour tes propres politiques. Rebranche ton cerveau, tu vois. Non, mais bien sûr. Non, c'est vrai que j'avais même pas pensé à l'exemple. Et oui, c'est l'effet Laffer, en fait. Oui, bien sûr, mais c'est, ah la vache, oui. Non, mais c'est hallucinant d'ailleurs pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'effet Laffer, hein, c'est que voilà, t'as un taux d'imposition, et passer en fait un certain taux d'imposition, en fait, le rendement, les rentrées fiscales sont
sont inférieures à ce qu'elles sont censées représenter en fait. C'est-à-dire, voilà, ouais, il y a un maximum, il y a un taux optimal qui fait que passer ce taux-là, le fait d'augmenter le taux va faire diminuer les recettes parce que l'effet sera contre-productif. Il sera tellement élevé que les gens ne Tout à voudront fait. plus consommer sur ce vecteur-là Tout qui est à taxé, fait. quoi. Et à contrario, baisser les impôts, des fois, ça peut même augmenter les rentrées fiscales. Ça, on l'a vu à plusieurs Et reprises. avec l'IS, on l'a vu avec l'IS, par Ouais, tout exemple. à fait. Ouais, pour Et c'est là plusieurs aussi raisons. qu'on a du discours malhonnête de la part de la gauche, c'est-à-dire que, et là on a un très bel exemple, c'est-à-dire que quand Macron diminue l'IS, qui était le plus élevé du monde, hein, de 33 un tiers à 25%. L'opposition calcule un manque à gagner, c'est-à-dire qu'ils prennent les recettes d'IS de l'année dernière et disent voilà, c'était des recettes avec 33%. Si on les projette avec 25%, on a un manque à gagner du coup de, je te dis une connerie, hein, j'ai un chiffre au hasard de 20 milliards par exemple. Et là, le discours, c'est Macron a offert 20 milliards aux patrons en C'est diminuant l'impôt sur les sociétés. Or, comme on était de l'autre côté de la courbe de l'affaire, ce qui s'est passé, c'est qu'en passant de 33%, de 33 un tiers à 25%, les recettes d'IS ont fait plus 85%. Donc, au lieu de perdre, et en fait, ces 20 milliards-là, quand on entend les discours en disant, je crois que le chiffre, c'est 460. Quand on entend que Macron aurait offert 460 milliards de cadeaux fiscaux depuis son premier mandat aux riches et aux entreprises, c'est ce genre de calculs-là qui sont... Et là, on vient de voir qu'en fait, les moins 20 milliards se sont transformés en plus 85% en IS. Et du coup, c'est pas... alors, je dis pas que c'est partout pareil, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils disent que les recettes ont diminué, alors que factuellement, depuis 2017 à 2024, on a eu une augmentation de 320 milliards des recettes. Ouais. 320 milliards. Ah, mais l'exemple que tu viens de dire, il est génial parce qu'en fait, il symbolise plusieurs choses. Déjà, d'une, le calcul, un calcul de projection dans le futur en prenant l'année N-1, en faisant un copier-coller du taux d'imposition, en disant, bon, regardez si on applique si on applique la formule à l'année dernière, bah, du coup, dans 5 ans, ça va produire ça. Alors déjà, d'un point de vue purement honnêteté intellectuelle et mathématique, mais parce que chez eux, c'est proportionnel, tu vois. Un manque à gagner fiscal, c'est toujours virtuel et hypothétique. Tout à fait. Et alors que chez eux, dans leur tête, c'est juste mathématique. C'est-à-dire que si tu multiplies un taux par 2, la recette va se multiplier par 2. Mais non, ça marche pas comme ça, en fait. Bah, ça marche pas comme ça parce que et ça, ça c'est le gros problème de l'économie, malheureusement post-keynésienne, hein, c'est que justement ils ne pensent que l'économie par les maths et de manière macro, alors que du coup ils ne voient pas parce qu'ils ne peuvent pas et ne veulent pas accepter qu'il y a des effets qui sont invisibles et qui vont se passer avec des baisses qui sont pas prévisibles en fait. Et ça fait partie du jeu économique parce que l'économie c'est un processus humain, l'individu est au centre de ce processus et l'individu par nature, action humaine oblige, il est totalement imprévisible et tu peux pas savoir prévoir quelles conséquences aura ton action économique. Il y a un exemple qui est très bien aussi, c'est en Argentine quand Javier Milei est arrivé au pouvoir, il a eu des baisses justement d'impôts. Alors je pourrais pas dire précisément lesquelles, mais on a eu justement un rapatriement en Argentine des capitaux qui s'étaient expatriés assez hallucinant de plusieurs milliards et ça a boosté les revenus fiscaux argentins de plusieurs pourcents alors qu'on a eu une baisse significative d'impôts quoi. Et c'était des capitaux argentins qui avaient quitté l'Argentine depuis 15, 20, 30 ans, toi, qui étaient en Italie, qui étaient ailleurs, toi, dans la famille lointaine, et ils sont revenus au pays. Et toi, en fait, et ça, alors je sais pas s'ils avaient prévu ça quand ils avaient fait ces baisses d'impôts, que justement ça allait aussi causer un rapatriement des capitaux à la maison, mais c'est forcément ce genre d'effets qui sont incalculables sur le moment T, quoi. Donc tu peux pas prévoir ce genre de choses, quoi. Action humaine oblige toujours. Mais ça, typiquement, il ne le prévoit pas parce que ça sous-entendrait également qu'ils ne peuvent pas contrôler le processus économique. Si tu prends en considération ce facteur-là. Et ça, c'est quelque chose qui leur est insupportable parce que s'ils ne peuvent pas contrôler le processus économique, ça sous-entend qu'ils ne peuvent pas contrôler l'humain et ça sous-entend que leurs projets de société égalitaristes, utopiques, etc. ne peuvent pas fonctionner, quoi. Donc ils sont kéblo dans cette vue de l'esprit. Et deuxième chose, mauvaise nouvelle pour eux, on peut pas le contrôler en fait. Il est incontrôlable.
Exactement. Et deuxième chose que tu as évoqué tout à l'heure, je rebondis vite fait là-dessus parce que en effet, tu disais déjà d'un point de vue mathématique, c'est vraiment hasardeux comment ils procèdent pour faire du calcul économique. Et deuxièmement, c'est comment c'est repris ensuite dans les médias pour justement être détourné en disant bah il a fait un cadeau de temps. Et ça, on peut en parler aussi parce que on le voit. Et alors ça, avec Zuckman qui passe dans tous les services, à la radio publique, à la télé publique, etc. Je pense qu'on peut en parler. Cette connivence assez insupportable entre le politique de gauche et le journaliste, forcément lui aussi de gauche, parce que franchement, moi je me marre en ce moment. Hein. C'est quand tu vois du Léa Salamé H24, quand tu vois du Zoukman H24 sur France Inter et autres, il y a un moment donné, mais un fouera quoi. Ben, alors moi, tu vois, je mets 2 profils. Je mets 2 profils là-dedans et il y a un de ces 2 j'arrive pas à leur en vouloir, tu vois? Tu as le profil, tu le profil naïf et incompétent et tu as le profil, malhonnête. C'est-à-dire que moi aussi, si tu veux, je suis touché par et je suis le premier à pas vouloir que mon prochain, crève de faim et tu vois? Je veux dire, je suis touché par ça et j'ai envie d'aider mon prochain et je comprends, tu vois? Je comprends la personne qui ne comprend strictement rien à l'économie et à qui on dit: «Oui, oui, c'est possible», lui dire: «OK, OK, j'ai pas envie de calculer, je te fais confiance, c'est bon», tu vois? Typiquement, beh, c'est tout le bas de la base électorale, tu vois? Je veux dire et les «petits élus» entre guillemets, heu heu, les électeurs et les jeunes comme, je sais pas moi, Louis Boyard ou même Sébastien Delogu, tu vois? Je veux dire, c'est pas des experts en économie. Ils entendent, les mecs parler de termes qu'ils ne comprennent pas. Ils disent: «OK, OK, OK, je te fais confiance, c'est bon, je milite, ça va dans le bon sens, ça va dans le sens social, ça va dans le sens de l'entraide, feu», tu vois? Mmh. Donc eux, ils sont naïfs et ils sont sincères et j'arrive pas à leur en vouloir parce qu'ils sont sincères. C'est juste qu'ils sont, inéduqués, économiquement. Donc j'arrive même pas à leur en vouloir à ces gens-là. Mais au-dessus de ça, beh, tu as les gens qui sont éduqués économiquement, qui savent très bien qui balancent que de la démagogie, fausse, parce que leur but de toute façon, c'est même pas de prendre le pouvoir, c'est juste de rester dans l'opposition et d'être tranquillement au chaud, tranquille et pépère, à profiter de l'argent public, tu vois? Mmh. Et faire leur beurre comme ça, en agitant les foules. Et eux, c'est les mecs malhonnêtes. C'est les mecs malhonnêtes et eux, par contre, il faudrait les foutre au pilori, tu vois? Et Et leur faire subir les conséquences de leurs propres idées, quoi. En fait, parce ouais, qu'ils sont pas compte. Et d'ailleurs, là, tout ce que tu dis, là, c'est ce que, en fait, toi, Frédéric Bastiat l'avait déjà compris, et ça, j'invite tout le monde à lire. Bastiat, il a des il petits, est des, abordable en plus, ouais, Bastiat, ouais, c'est très clair. abordables, Ouais. très rapide à lire. Si vous prenez par exemple ce qu'on voit pas, et la loi. Et dans la loi, il parle de ce que tu viens de dire brillamment. En fait, Bastiat, il va dire que justement, dans l'hémicycle, hein, et la cause première d'ailleurs de la perversion de la loi, qui se transforme en ce qui devrait être de la protection de la propriété privée des individus à la spoliation de la propriété privée des individus. Il y a toujours en fait deux profils de législateurs. Hein. Tu as le faux philanthrope, hein, et t'as l'égoïste, qui n'est pas du tout intelligent, quoi. Et en fait, ce faux philanthrope, donc c'est lui en fait qui va être ce démago, c'est-à-dire qu'il comprend un peu le truc, hein, il va jouer les philanthropes, mais en fait derrière, il a quand même cette envie, cette jalousie de prendre ce qui n'est pas à lui. Et t'as l'autre en fait qui est l'égoïste, inintelligent, quoi. C'est qui va se dire oui, mais moi je suis là pour aider les autres et tout, et il va vouloir faire la bonne action, sauf qu'en fait il ne voit pas bah, tous les effets néfastes que ça va causer, quoi. Et tu as vraiment ces deux profils et tu les mets les uns avec les autres, donc en fait, le mec qui est vraiment un peu vraiment méchant, qui a des mauvaises intentions au fond, et le gars qui est un peu trop naïf, et bah du coup tu fais un parti socialiste, et c'est comme ça que ça part en vrille, quoi. Il faut pas chercher plus loin, quoi, malheureusement. C'est aussi simple que ça. Et je sais pas si tu voulais rajouter peut-être autre chose là-dessus, sur cette connivence insupportable ou. Non, mais après, bon, si puis si tu me lances, je peux partir pendant 1 heure là-dessus, mais tout ça pour dire que il est urgent et impératif que, qu'il y ait une éducation, en fait, économique, tu vois, d'éléments de l'école, mais qui soit pas, déjà du prosélytisme économique, tu vois? Qui soit vraiment, exhaustif, et qui soit vraiment, réaliste et tangible, hem, et pas, pas, idéologue, que les gens comprennent en fait, les mécaniques économiques et financières, au moins dans les grandes lignes, tu vois? Mmh. Et derrière,
et derrière déjà, je pense que ça se passera mieux. Ouais, je veux dire c'est pour ça que je suis libéral aussi. C'est-à-dire que le libéralisme tend justement à ne plus vouloir laisser aucune responsabilité économique, à l'État, et à partir du moment où tu ne contrôles pas un marché, et ben tu peux pas être corrompu pour le donner à ton pote, en fait, tu vois? Ouais. Donc ça limite drastiquement les possibilités de corruption, en fait, le Mmh. libéralisme. Ouais. Là où on pense que non, c'est de la connivence et c'est de la corruption, ben non, en fait, le libéralisme te dit justement: «Non, libéralise, Exactement. l'État n'a plus la main dessus». Mais comme l'État n'a plus la main dessus, il ne peut plus être corrompu pour le filer à son pote. Exactement, ouais. Totalement. Voilà, je peux qu'acquiescer à ce que tu viens de dire. Alors, il y a le alors il y a 2 choses. Première chose, c'est l'éducation. Alors, tu as totalement raison. Il faut revoir un peu la manière dont alors l'économie, mais même les sciences humaines, hein, sciences sociales, pardon, en général, sont enseignées. Revoir un peu la méthodologie, hein. Tu n'abordes pas une science sociale comme tu abordes les mathématiques ou les sciences naturelles. Faut revoir un peu ça parce qu'à partir du moment où tu comprends que l'humain n'est pas un atome, une planète, un caillou que tu peux faire, dont la trajectoire est calculable, bah, déjà ça te fait aborder les choses différemment dans ces sciences-là, et tu vois, ça pourrait être pas mal, ça pourrait éviter pas mal de conneries en sociologie, en histoire, en économie, rien que ça pourrait être sympa. Et puis ouais, faire lire Basquiat aux, aux lycéens, toi, par exemple. Ça, c'est la plus grande, je pense, la plus grande chose qui pourrait être sympa pour ces jeunes-là. Et deuxième chose, et là, je pense que c'est une transition qui est parfaite vers un sujet que j'avais prévu d'aborder avec toi, c'est Bitcoin. Parce que quand tu parles justement du fait que le marché, c'est justement ce processus qui idéalement ne doit pas être manipulé par l'État, c'est-à-dire ne pas donner à l'État les capacités de faire de l'étatisme de connivence, hein, tout simplement de donner à ses copains des monopoles légaux, des privilèges sur le marché, qui permet justement à ses copains qui jouent de ces liens avec l'État de s'extraire de la concurrence, donc de la logique des profits et des pertes qui permet de façon la découverte d'un bon signal prix, etc., etc. De toute façon, tout le monde connaît à peu près ça, mais euh, les bitcoiners, ils vont te dire en fait qu'une grande partie de cette question, elle n'a pas besoin d'être réglée politiquement, économiquement, elle peut être réglée d'un point de vue uniquement monétaire. C'est-à-dire que si tu enlèves le monopole légal, hein, qu'a l'État sur la monnaie, si tu lui enlèves justement la capacité de se financer lui-même en imprimant de la monnaie, donc la monnaie fiduciaire, la monnaie fiat, et si tu introduis justement, si on revenait à un étalon monétaire sain, donc un étalon Le monétaire free basé. banking. Ouais, alors même avant le free banking, c'est-à-dire le free banking viendrait après justement. Mais l'une des étapes nécessaires du free banking, donc du système de banque libre, c'est justement retourner en fait à un étalon monétaire qui n'est pas manipulable par la force publique. Et, et après, on peut reparler après du free banking si tu veux, mais ne serait-ce que réintroduire comme ça un étalon monétaire qui ne soit pas manipulable. Alors après, alors je mets des parenthèses parce que dans le free banking, tu peux avoir aussi certaines banques qui peuvent créer leur propre monnaie et pas forcément des monnaies dures, des monnaies marchandises. Mais si tu enlèves déjà à l'État la capacité d'imprimer sa propre monnaie, de se financer lui-même, que tu introduis, alors soit si tu reviens à l'étalon or ou tu as introduit par exemple un étalon Bitcoin, là déjà tu enlèves énormément de problèmes, c'est-à-dire tu enlèves la capacité de l'État de manipuler le marché, de manipuler le prix de la monnaie, donc en faisant, tu enlèves aussi le système de banque centrale, c'est-à-dire que tu n'as plus la manipulation des taux d'intérêt, donc du coup tu vas plus envoyer aux entrepreneurs des mauvais signaux sur la préférence temporelle du marché, donc les entrepreneurs ils vont savoir mieux en lisant les taux d'intérêt où investir dans les étapes les plus proches de la consommation, les plus lointaines de la consommation. Et j'aimerais bien aborder avec toi cette question, c'est que est-ce que toi t'en penses quoi justement le fait de retirer le monopole de la monnaie à l'État, est-ce que tu penses que toi ça serait suffisant pour établir des bons effets incitatifs sur le marché, ou il faudrait aller plus loin? C'est un Disclaimer vaste sujet, hein. disclaimer avant avant réponse. J'ai étudié l'économie. J'enseigne aussi. Mhm. Alors j'enseigne pas directement une matière économique, mais j'enseigne aussi en économie à l'université, en tant qu'intervenant, hein. Je suis pas prof. Heu, et la branche d'économie monétaire, qui c'est qui disait ça? C'est Guillaume Nicoulot, je crois, qui est, qui est, un tweetos que j'adore. Il disait: «La, le putain, l'économie monétaire est à l'économie ce que la face nord de l'Everest est à l'alpinisme». Donc c'est le c'est le boss final de Ouais, ouais. l'économie, et c'est
celle dans laquelle c'est vraiment la catégorie dans laquelle je n'aime pas et donner des points de vue et donner même des leçons, parce que tu prends tous les grands économistes, tous, il y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. C'est-à-dire que même dans la même école, moi je suis économie école autrichienne, hein, j'adore l'école de Chicago, j'adore Mister Friedman, mais je suis Sowell aussi, hein. Mais je suis team autrichienne. Bah, tu prends tous les grands noms de l'école autrichienne, tu vas prendre Menger, tu vas prendre von Mises ici derrière moi, tu vas prendre Hayek, tu vas prendre Rothbard, tu peux même rajouter Milton Friedman dans le tas, donc Chicago, mais c'est pareil, monétariste, hein. Les cinq, donc t'en as quatre qui sont de la même école, hein. Les cinq, ils ont tous les cinq une position différente sur la monnaie. Tous les cinq. Et il y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Et sachant qu'il y en a quatre qui sont de la même école économique. Donc moi, j'évite de dire il faut faire ça, tu vois, parce que je pense que c'est la question à laquelle personne, aucun grand économiste n'a répondu vraiment efficacement. Donc je sais pas trop. Mon sentiment, ça ne regarde que moi, et c'est un des rares sujets sur lequel je peux pas avoir sur lequel je vais éviter d'avoir un avis ferme. Et du coup, mon sentiment, c'est je pense qu'effectivement, on devrait retirer à l'État la possibilité, toute possibilité d'intervention sur le monétaire, sur la monnaie et compagnie et tout. Ça éviterait déjà les inflations, les crashs, et ça aiderait aussi à reprendre de la confiance. Maintenant, je suis sûr de rien, tu vois. Il y a empiriquement, on sait que et notamment en Écosse d'ailleurs, le free banking duquel l'État s'était totalement extirpé, le free banking a bien marché au global, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des cassages de gueule de banque, mais il y en a moins eu dans la même période de temps qu'en Angleterre, où l'économie était la monnaie était gérée par l'État, c'est-à-dire qu'il y avait 20% de moins, je crois, de crash de banque que donc il y a eu de la casse, mais ça fonctionnait mieux. Donc mon sentiment, et moi, et même en tant qu'entrepreneur, hein, je suis un adepte de la data, hein, je suis pas un idéologue. Je dis il y a un truc qui mérite d'être testé, ben testons-le et voyons si ça marche. Et c'est comme toutes les autres politiques en fait, les gars. Et ça, c'est le mal de la politique en France, hein, c'est-à-dire que t'as Mélenchon qui va arriver en disant je sais ce qu'il faut faire ça. Et t'as en face, t'as l'autre qui va arriver qui va dire je sais ce qu'il faut faire, non, il faut faire ça. Tel curseur, faut le bouger comme ça. Il y a personne qui va dire ok, dans tel pays ça marche comme ça, il faut faire pareil, tu vois. Sauf avec l'Espagne, mais ils planquent sous le tapis le fait que ce soit 10 fois plus libéral que la France, tu vois, et qu'ils ont flexibilisé le marché de l'emploi pour pouvoir le relancer. Qu'en fait, la situation économique de l'Espagne, on la doit pas au PSOE et leur réforme en 2019, mais au PP, Parti libéral, qui a mis toutes les grosses réformes bien libérales en 2012. Ouais, moi je suis adepte du test et de l'empirisme. Donc le free banking a l'air de bien fonctionner. J'ai tendance à dire ok, faisons comme ça, tu vois. Ouais, mais sur la politique monétaire, vraiment, j'ai pas un avis tranché. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la politique monétaire, en tant que bitcoiner, on a des avis nous qui sont extrêmement tranchés sur le sujet. En fait, l'avis qu'on a, c'est tout simplement celui de la bonne vieille tradition du laisser-faire français. C'est on laisse le marché décider. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend tout à l'heure, tu parlais de la tradition autrichienne et même des monétaristes sur la monnaie. En fait, nous, la vision des bitcoiners actuellement, c'est de reprendre en fait la vision de Menger, Karl Menger, donc le père fondateur de l'école autrichienne, qui d'ailleurs, et avec Mises et Rothbard, ils ont quand même une ligne qui est assez cohérente sur la vision de la monnaie, les trois. Parce qu'on a mais ils ont des grosses divergences. Hein. Typiquement, il y en a qui veulent l'adosser. Je sais plus lequel a laquelle de vision, très sincèrement, mais il y en a qui veulent un étalon or, il y en a qui la rejettent, entre Menger, von Mises, Hayek et Rothbard. Alors,
Il y a un adossement, il y a Alors en fait, ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, t'as la ligne classique Menger, Mrs. Rothbard, qui eux globalement sont assez cohérents sur la théorie de l'émergence de la monnaie sur le marché, sur comment est-ce qu'elle émerge, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va ancrer son prix via, c'est la théorie, le théorème de régression Mises. Et après, ils sont quand même assez cohérents sur le fait que il faut un étalon monétaire dur, donc il faut pas des monnaies fiat, et ils sont pro étalon or. Et après, t'as Hayek. Alors Hayek, lui, c'est vraiment et ça, il est assez décrié. C'est plus monétariste, Ouais, alors de mémoire, Hayek. Ouais. il avait une vision de la monnaie qui était très très particulière, qui est assez intéressante aussi, mais très particulière. Et Hayek avait beaucoup lui travaillé sur le free banking justement. Donc Hayek, c'est un peu Hayek, il est chez les Autrichiens, c'est un peu un électron libre en fait qui va tourner autour de l'école autrichienne. Il est autrichien dans une période de sa vie, dans sa première période. Oui, c'est pas le plus libéral de la bande, quoi. Ouais, voilà. Et après il va évoluer. Et après tu parlais de Friedman, donc lui monétariste, donc qui lui pour une intervention de l'État dans la politique monétaire. Donc, mais intelligente, tu vois. Alors, intelligente. Je pense que ça serait déjà une avancée. Si on le gérait comme Milton le prédit, tu vois, le préconise, pardon. Je pense que ça irait déjà mieux, tu vois. Ouais, tout à fait. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est l'optimum? Je sais pas. Juste pour expliquer un peu comment l'école de Chicago, Knight, Schwartz et Friedman, en fait, voyaient la monnaie. Pour eux, c'était en fait, les banques centrales, elles peuvent exister. Par contre, il faut qu'il y ait une inflation qui soit toujours la même d'année en année, c'est-à-dire une inflation qui soit prévisible. Je crois qu'eux, ils préconisaient 1 ou 2%, je sais plus, pour qu'il y ait justement une création de liquidité sur les marchés qui permette justement de faire du crédit, d'emprunter, et de lancer justement ce processus un peu d'innovation via l'emprunt. Et d'ailleurs, c'est l'anecdote de Friedman, c'était en fait bloquer l'inflation monétaire à 2% par an, puis après jeter la clé dans l'océan pour que plus personne n'y joue. C'était un peu ce qu'il disait. Et Friedman, d'ailleurs, franchement, lui, il fait partie de ces économistes où je pense qu'à la fin, alors c'est con, il est mort trop tôt, comme beaucoup d'autres qui étaient vraiment génialissimes, mais quand tu prends certains de ses écrits, certaines de ses vidéos à la fin de sa vie, quand il disait que oui, Internet va révolutionner la manière dont on va envisager les échanges, quand tu prends Hayek aussi qui disait qu'il faut introduire une manière un peu sournoise d'introduire une sorte de nouvelle monnaie que l'État pourrait arrêter, moi je vois une sorte de clairvoyance sur ce que le marché pourrait offrir comme monnaie alternative à ce qui est offert par l'État, par exemple comme Bitcoin. Voilà, donc la monnaie c'est toujours un peu particulier, mais je pense qu'on va être d'accord sur une chose, c'est que ce n'est pas à l'État, de toute façon la monnaie ça reste un bien comme un autre sur le marché, mais c'est pas à l'État de décider qu'est-ce que c'est que la monnaie, c'est au marché de décider, et le marché l'a déjà fait dans l'histoire, c'était l'argent, c'était l'or. Et pourquoi pas le refaire aujourd'hui, laisser le marché décider. Ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. De toute façon, il y a une constante universelle. C'est une loi universelle. C'est à chaque fois que l'État va intervenir économiquement, ça va mal se passer. Voilà. C'est au moins ça. Voilà. Ça, c'est aussi sûr que demain est un autre jour, quoi. Ça, c'est hallucinant d'ailleurs. Ça, c'est une loi qui est imparable. Et c'est pour ça, c'est pour ça que d'ailleurs, et ça, je sais que je me prends la tête souvent sur X avec des personnes, parce que moi, j'ai des avis quand même qui sont assez tranchés sur beaucoup de sujets. Et j'ai toujours des personnes qui vont venir me voir. Oui, mais il faut la troisième voie. Donc, la troisième voie, c'est toujours celle entre il faut que l'État ne fasse rien, il faut que l'État prenne tout en charge. Et la troisième voie, c'est oui, mais il faut que l'État prenne en charge quelques trucs. Mais le problème de cette troisième voie, c'est qu'à partir du moment où t'enclenches le problème de l'interventionnisme politique dans l'économie, c'est un truc sans fin. C'est-à-dire que l'interventionnisme va dérégler le signal prix, va bouleverser les effets incitatifs sur le marché. Et la réponse, quelle sera-t-elle? C'est tout simplement l'État qui va se penser assez intelligent pour régler les problèmes qu'il a lui-même causé, toi, à la base. Et c'est tu lis Mises, tu lis Hayek, tu lis Friedman, tu lis Rothbard, pour ceux qu'on citait tout à l'heure. Eux, ils vont te dire ça. C'est qu'à partir du moment où tu fous le doigt dans l'engrenage, c'est une avalanche de merde qui va s'en suivre. Et l'étape finale de l'interventionnisme, c'est toujours le socialisme. C'est inévitable. Et ça, voilà. C'est pour ça qu'il faut pas, faut pas en vouloir aux libéraux de ne pas laisser un centimètre, comme dit Millet, aux socialistes. Parce que l'histoire nous prouve que dès qu'un centimètre est laissé, c'est un mètre qu'on perd, et chaque mètre qui est perdu, c'est autant de centimètres qu'il faut reconquérir, et c'est fou, ouais. Et c'est toujours compliqué, quoi. C'est le terrain perdu, des fois il est perdu pendant des décennies. Voilà, il faut être intransigeant sur ces questions-là, parce que quand tu comprends l'économie, quand tu comprends
les incitations qui sont bouleversées, c'est du temps perdu, c'est des opportunités perdues à jamais, quoi. Donc, que veux-tu que je te dise, moi? Ouais, c'est ouais, complètement et c'est fou, en fait, hein. Moi, j'ai envie de me frapper la tête contre le mur, là. Franchement, si j'étais pas aussi attaché à chez moi, je me serais barré, en fait. Alors Mmh. Tu l'as tout vu le monde me dit: là? «Mais pourquoi tu t'expatries pas? Pourquoi tu ne pars pas?» Je suis Ouais, trop profondément, ouais, attaché à ma terre, ma culture, mon peuple, tu vois, mon chez ouais, moi. ouais, non, mais c'est ça. Moi, je trouve ça admirable parce que tu sais que, heu dans le milieu bitcoiner, t'as beaucoup t'en as beaucoup qui sont expatriés maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire que la France, ils veulent même plus en entendre parler. Ils sont expatriés pour différentes raisons, hein. C'est pour les enfants, pour la famille, pour entreprendre parce que c'est plus facile à l'étranger qu'en France, etc. Donc t'as une partie de bitcoiners qui sont expatriés et t'as toujours l'autre partie qui est celle qui pourrait le faire également, mais qui décide de pas le faire parce que du coup il y a toujours cet espoir qu'on peut éventuellement faire quelque chose sur place, et puis il y a cet attachement tout simplement culturel et territorial, hein. Tu viens de là et t'as pas envie de devoir quitter ton pays parce que t'as as une bande d'incapables qui est en train de Et saloper, ouais, quoi. mais c'est ça, mais moi, il y a déjà cet attachement, mais il y a aussi cette envie justement de contribuer économiquement, développer le bon, après je suis Mmh. corse, si tu veux, donc j'ai envie de développer Ouais, bah, économiquement voilà. l'île, beh, et je le fais en investissant, je le fais en 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 étant, mentor de jeunes entrepreneurs, Mmh. advisor, si tu veux. Je contribue, tu vois? Je peux pas faire tout seul, mais si tout le monde se barre, beh, ça ne peut que c'est, continuer de chuter. Donc c'est aussi voilà, c'est aussi ma mission, mon combat, c'est que j'aime cet endroit, c'est chez moi et j'ai envie d'y contribuer positivement. Mais malheureusement, quand je vois, la trajectoire française, je waouh, je me dis: «Mais dans quel monde vont grandir mes gosses?» Tu vois? Ah bah, C'est, ça c'est les de toute façon les on est dans une société de famille, hein, pas d'individus, hein, donc on pense c'est ça. forcément à la génération qui nous suit et on se projette, hein, forcément, en eux, et c'est vrai que la trajectoire est assez sombre, malheureusement. Et alors il y a une idée, moi, que je trouve super intéressante parce que là tu viens de me dire que tu es corse, hein, et Ouais, ça, je sais que j'en parlais avec Théo et Gégé, en fait, qui travaillent chez Bull Bitcoin, donc une boîte, justement qui le vend. bunker. Ouais, alors GG du Bunker et Théo, en fait, qui est directeur général en Europe de Bull Bitcoin, donc une entreprise canadienne qui est présente dans différents pays en Amérique, en Europe et ailleurs, qui vend justement du Bitcoin, qui fait pas, voilà, vous achetez et après c'est directement transféré sur vos clés privées. C'est super intéressant comme service, je recommande. Et en fait, on évoquait une chose dont on parle beaucoup, nous, dans la communauté Bitcoiner, c'est en fait le scénario post-nation, post-État-nation, ce qu'on appelle, nous, l'individu souverain. Je sais pas si tu lu le bouquin, mais l'individu souverain, le network state de Balaji, etc. Ce sont des thématiques, en fait, qui sont très présentes dans la communauté Bitcoiner parce que c'est une communauté, comme je disais tout à l'heure, qui est extrêmement mobile, hein. C'est-à-dire que les Bitcoiners, ils sont partout sur Terre, ça s'expatrie très rapidement, ça voyage beaucoup. Et il y a, en fait, il y a un peu cette prise de conscience, parce que le Bitcoiner, c'est quelqu'un qui se projette des fois très très loin dans le temps, que, en fait, on arrive à une sorte de fin de cycle, hein. Donc ça, c'est la fameuse théorie des cycles. On a une fin de cycle, en fait, qui est multiple. C'est-à-dire qu'on a à la fois la tentation des suprastructures supranationales de se centraliser, par exemple comme l'Union européenne, et ça annonce toujours, en fait, un éclatement. Toi, c'est comme l'Union soviétique, ça, on pensait que le problème de l'Union soviétique, c'était pas assez de communisme, hein, sauf que, bah, au final, ça explose. Et on pense aujourd'hui que le problème de l'Europe, c'est pas assez d'Europe, et après ça explosera. Et au final, l'avenir est à la décentralisation. C'est-à-dire que les États-nations seront amenés à disparaître parce que tu auras un éclatement des États-nations. Alors État-nation, non, tu vois? Parce qu'il y a une différence, et putain, et j'en parlais la semaine dernière avec, Olivier Roland. Je pense que tu pensais à son bouquin il y a 30 secondes. Je l'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui même. Il y a 2 concepts vraiment différents à séparer, nation et État. C'est pas la même chose. Alors un État, effectivement, gagne à décentraliser, pardon. C'est la logique la plus pure, en termes d'efficacité. C'est-à-dire que, et ça aussi, la France brille par son incompétence à ce niveau-là, c'est que c'est un des derniers pays développés, je crois qu'il y en a plus que 2 au monde, des pays développés, hein, à être centralisés.
tous les autres sont décentralisés, tous les pays, l'Espagne est décentralisée, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, les États-Unis, tous les pays développés sont décentralisés, sauf les tout petits pays où il y a aucun intérêt à décentraliser, si tu veux, mais juste pour des questions d'efficacité. C'est le principe de subsidiarité. C'est plus tu es proche du bien problème, sûr. plus tu es apte à le régler, point. Tu vois, je veux dire, donc décentraliser, c'est un impératif. Et par contre, la nation, c'est pas un modèle de fonctionnement, c'est juste une entité. C'est un peuple en fait. C'est ce qui définit la société commune. La nation, ça va être l'identité de toutes les personnes, mais ça n'engage pas forcément l'État, tu vois. Tout à fait. Ouais, non, tout à fait. Non, quand je parle d'État-nation, alors c'est vrai que nous, en France, en plus, on est dans le pays d'Europe, comme tu dis, qui est toujours centralisé aujourd'hui, mais on est aussi dans le pays d'Europe où l'État précède le concept même de nation. Ce qui est aussi l'État précède la nation. Ouais, ce qui est toujours un peu particulier. On a vraiment une trajectoire, nous, européenne, qui est à part de celle des autres pays. Et mais en fait, quand je parle par exemple d'éclatement, de décentralisation qui vient, c'est tout simplement en fait les anciens blocs comme ça nationaux vont progressivement se déliter, voilà, économiquement, nationalement, démocratiquement, politiquement, culturellement, etc. En fait, ça va amener à se déliter, et il y aura justement l'émergence d'une sorte de monde nouveau où, et d'ailleurs, ça commence quand tu prends la fin du moment unipolaire, le monde multipolaire qui commence à émerger, on est déjà un peu dans cette dynamique-là, où tu vas voir les gens en fait qui vont se regrouper par groupe d'intérêt en fait. Groupe d'intérêt, c'est-à-dire les Corses vont redevenir Corses, voilà, les Bretons vont redevenir Bretons, je sais pas, les catholiques vont revenir avec les catholiques, etc. En fait, tu vas avoir. Et c'est logique en fait. Ouais, c'est logique parce que c'est ça en fait. En fait, c'est logique pour la bonne et simple raison que l'État-nation, c'est une construction humaine consciente, législative. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient après les institutions spontanées qui ont été elles-mêmes sélectionnées par le marché, les religions, les communautés, tout ça, voilà. Tout ce qui précède l'État survivra de manière automatique à l'État. Et si jamais on a une défaillance de ces modèles conscients qui sont la République avec ses valeurs, voilà, etc., on reviendra en fait à ce qui marche. Et de manière automatique, en fait, on va vers une décentralisation. Et ça, c'est intéressant parce que toi, cet aspect où tu as envie d'investir dans ta communauté, tu as envie justement de toujours avoir ce rapport au local, ce rapport à tout simplement à ton histoire, au tien. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant aujourd'hui parce que grâce à la technologie, ce repli un peu local devient en fait possible parce que tu peux redevenir local tout en restant global. Et ça, c'est quelque chose qui va redéfinir, je pense, les années qui viennent, les 10, 15, 20, 30, 40 ans qui vont venir. Je pense qu'on va avoir justement ce nouveau monde en fait qui va émerger. C'est tout simplement le network state, c'est le monde réseau. C'est-à-dire que tu seras extrêmement localisé avec ceux avec qui tu as envie de vivre. Par contre, tu seras extrêmement globalisé dans les potentiels que tu auras en fait d'entreprendre et de vivre. Je sais pas ce que tu en penses, mais je suis sûr qu'on va aller vers ça. Oui, modulo le fait que, et ça s'observe d'ailleurs dans les flux migratoires, de ces personnes-là, c'est-à-dire que quand ils s'expatrient, ils ont tendance en majorité à s'expatrier vers les mêmes endroits, tu vois? Pourquoi? Parce que, tant qu'il y a l'État, et qu'il y a des contraintes réglementaires associées, heu tu 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 peux pas, le faire comme tu voudrais partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'en restant en France, par exemple, tu peux pas. Tu es obligé de t'exporter, de t'expatrier, je sais pas moi, au Panama ou et effectivement, heu parce que, mine de rien, tu dors à un endroit, tu payes un loyer à un endroit, tu payes de la bouffe et tu manges à un endroit, et il y a quand même cette part-là qui n'est pas, sur le network, en fait, qui n'est pas, connectée, de laquelle tu es tributaire, et à cause de ça, tu es soumis à des contraintes et tu vas devoir payer un impôt sur le revenu, Bien sûr. et et cetera. Bon, après, il y en a qui arrivent à se démerder pour gruger, si tu veux, tout en restant dans ce genre d'endroit, mais Heu, c'est risqué, c'est risqué. Ouais, non, c'est sûr, c'est risqué. C'est pour ça que tu as beaucoup de bitcoiners qui sont dans des pays C'est ça. genre Et ils s'expatrient Uruguay, toujours dans les mêmes endroits qui sont oui, plus Costa Rica et propices à tout. faire ça. Ouais, Ouais, exactement, alors ouais. c'est pas forcément des pays qui ont les meilleurs avantages fiscaux. En fait, c'est les pays qui ont les gouvernements les plus défaillants. C'est-à-dire que c'est les pays qui ont Aussi, pas. hein. Alors défaillants dans le sens où en fait c'est les pays qui ne vont pas avoir la capacité matérielle de venir vérifier. À surveiller, exactement, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est Donc intéressant, il tu y en vois. a plein en Amérique du Sud, par exemple, tu vois, Ouais, typiquement, voilà, mais donc mais effectivement, c'est c'est ouais, effectivement.
Ouais. Donc ça, c'est un sujet qui me passionne, c'est justement quand tu te projettes un peu. C'est-à-dire que quand tu comprends ce dont on parle en fait depuis le début, quand tu comprends un peu comment l'économie marche, comment les effets incitatifs marchent, comment l'humain, l'action humaine fonctionne, en fait, tu peux raisonnablement faire de la projection dans le futur en disant que la loi Zuckman, elle va pas marcher. Parce que ça, il va se passer ça. Et quand tu dézoomes à l'échelle d'une société, parce que la société, c'est quoi? C'est qu'une cumulation d'actions humaines individuelles, hein, tu peux comme ça, voir des sortes de grandes trajectoires qu'on est en train d'emprunter. C'est un peu une sorte de grand fork d'univers parallèle à la Marvel, tu vois. Tu dis, il y a cette possibilité-là, il y a la deuxième, il y a la troisième. Et en effet, là, on n'est pas sur le chemin le plus joyeux, hein, ça c'est clair. Mais, et ça, c'est une chose On est que sur une belle pente savonneuse même, hein, on est, concrètement. on est sur une belle pente savonneuse, mais il y a aussi une chose, moi, que j'ai envie de dire, c'est que, alors, le défaitisme, alors comment dire, être réaliste sur l'état actuel des choses ne veut pas forcément dire être défaitiste en fait sur l'avenir. Il faut au contraire. Ah non, Là, oui. je vais citer un gauchiste qu'aime beaucoup les gens de gauche, hein, c'est Gramsci, qui disait qu'il fallait avoir l'intelligence du pessimisme et la volonté de l'optimisme. C'est-à-dire que quand tu es pessimiste en général, Très c'est bonne parce que citation, ça. ouais, quand tu es pessimiste, c'est que tu as une bonne lecture en fait de ce qui se passe et du coup tu peux te dire bah tu peux être ultra réaliste jusqu'à en devenir en fait pessimiste voire nihiliste. Et par contre, il faut garder justement cette volonté d'être optimiste parce que si tu as une bonne lecture de ce qui se passe, tu sais potentiellement quelles sont les solutions à apporter et il faut rester optimiste parce que l'action humaine, quoi qu'il arrive, hein, peu importe les défaillances, elle rattrapera toujours les mauvaises incitations qui sont envoyées. C'est-à-dire que si jamais un jour on a des défaillances qui sont structurelles nationales, faudra faire confiance au marché pour s'adapter et se remettre sur pied assez rapidement. C'est une excellente maxime, surtout, pour les entrepreneurs, tu vois? J'allais dire typiquement, c'est exactement comme ça qu'il faut raisonner. Tu m'as dit qui c'est qui a Alors c'est Antonio Gramsci, donc c'est le gars entre autres qui a théorisé pour les gauchistes le fait qu'il fallait mettre la main sur la culture et l'éducation pour justement modeler les petits cerveaux. je vais me la noter cette, Et voilà, donc il cette disait citation. qu'il J'ai mon petit recueil de citations, tu vois? ouais, non, mais franchement, c'est une citation que j'adore, c'est avoir l'intelligence du pessimisme et la volonté de l'optimisme. C'est parce que, en fait, il faut à la fois être un homme de raison et un homme de cœur. Toi, il faut être dans les deux. Il faut pas être que le cœur parce que tu deviens un gauchiste insupportable qui comprend rien à rien. Il faut pas non plus être que dans la raison parce que tu deviens un économiste keynésien qui comprend rien à rien, toi. Donc il faut avoir les deux. Et je pense que c'est rare que je cite hein, des socialistes, mais il avait compris beaucoup de choses lui. Et d'ailleurs, Alors et Sénèque disait, pour te ouais, dédouaner, Sénèque disait, «Je n'aurai jamais honte de citer un bon vers d'un mauvais auteur». Voilà. tout à fait. Donc Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises à revérifier, mais Antonio Gramsci, il a sorti ses citations dans un livre qu'il a écrit quand il était en prison. Donc enfermé par le pouvoir italien, donc vraiment condamné à je sais pas combien d'années de prison pour trouble à l'ordre public ou anarchisme, je sais plus quoi. Et le mec était vraiment au fond du trou et il a quand même sorti ce genre de truc parce que même au fond du trou, il était optimiste en fait sur sa cause, et sur ce qu'il allait pouvoir faire en sortant. Et au final, il a gagné en quelque sorte. Donc, tu vois, c'est son optimisme aussi révolutionnaire qui a un peu changé la manière dont son camp à lui fait le combat. Donc, on peut aussi prendre ce que les gauchistes ont fait de mieux, hein, c'est-à-dire d'être buté au point d'en devenir extrêmement optimiste. Et je pense on peut s'en inspirer. D'ailleurs, on peut s'en inspirer parce que ça, c'est un grand défaut de la droite en général. C'est un grand défaut des libéraux aussi. C'est que il y a trop de terrain qui ont été laissés en fait. On a perdu trop de terrain et il faut être optimiste en disant qu'on peut reconquérir. Voilà. Mais bon, puis c'est aussi ce que j'essaie de faire moi, à ma modeste échelle encore une fois, que ce soit sur Twitter, en faisant des threads, en débattant sur des dizaines et des dizaines de tweets dans des threads avec juste un seul gauchiste, tu vois? Je sais que je suis lu derrière, tu vois? Donc je le fais quand même. Ouais. J'essaie vraiment de faire un combat culturel je vais faire ma chaîne, je vais faire une chaîne avec des vidéos pour expliquer si tu veux. Parce Mmh. que c'est le moyen d'aujourd'hui, c'est le moyen d'aujourd'hui de Totalement. faire des vidéos pour expliquer, mais il faut qu'il y ait un combat, culturel parce que les gens, sont juste inéduqués, économiquement, si tu veux. Ils comprennent pas et il faut commencer par ça. Il faut commencer par l'éducation, l'explication
Et il faut faire un énorme travail culturel. Il y a que comme ça Totalement. qu'on va y arriver, en fait. Parce qu'effectivement, on a perdu du terrain. Mais le gros problème aussi, c'est que il y a pas de droite et de gauche en France. Si tu veux, C'est quand on pour parle ça de que je droite et de disais gauche, droite, ouais. c'est les axes, international, national, et conservateurs, progressistes. Mais l'axe économique, 100 de l'hémicycle est à gauche, en fait, sur le et du coup, la fenêtre d'Overton est excessivement à gauche et et le moindre truc libéral, normal, sans aller dans l'extrême, ça paraît tout de suite, Bah, c'est extravagant, tu vois? c'est quand on a certains qui disent que Macron est ultralibéral, j'ose même pas imaginer dans quelle case on J'ai rentre envie de nous, hein. pleurer, ouais. On est J'ai envie de giga pleurer, ouais, ouais, ultralibéral, tu vois? franchement, ouais, ouais, c'est ça. Je dis: «Les gars, si vous pensez que Macron est ultralibéral, vous êtes pas prêts pour le vrai Ouais, libéralisme». mais Heu, après, j'ai envie de dire, nous, la France, on est un peu dans le fond du trou du socialisme depuis des années, des années, des années. Mais et d'ailleurs, tu en parlais au tout début du live et je pense que ça peut faire un bon dernier sujet de conversation, c'est que tu parlais justement de cette fenêtre d'Overton. Pour ceux qui ne connaissent pas la fenêtre d'Overton, c'est en fait tout simplement comment les idées deviennent la norme en fait dans le temps. Une idée qui est à la c'est ça. marge devient progressivement acceptable, après elle devient dominante et en fait elle devient la norme. Et moi, alors je sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas. Moi, j'ai quand même l'impression que quand tu prends depuis l'élection de Milei, depuis l'élection de Trump, alors Trump on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas non plus ultra fan, mais quand tu prends des personnages comme Musk, etc., quand tu vois l'actualité, qu'elle soit bonne ou malheureusement malheureuse, comme ce qui s'est passé avec Charlie Kirk il y a quelques jours. En fait, quand tu vois tout ce qui se passe, tu dis qu'il y a quand même la fenêtre d'Overton, elle quitte progressivement la gauche. C'est-à-dire la gauche, on commence à comprendre que ça ne marche pas, que c'est des idées de losers. Et en fait, on commence à comprendre que faudrait peut-être tester autre chose. Et petit à petit, alors nous, la France, on va être les derniers touchés comme toujours, mais petit à petit, on a quand même un changement. Enfin, je veux dire, on a quand même un président en Argentine qui sait qui est Hayek et Rothbard, tu vois. Pareil pour aux États-Unis. Donc, il y a un moment, je suis quand même assez optimiste de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le travail que tu fais, déjà en participant aux émissions avec le Guise, sur les méchants capitalistes, tout ce que tu fais sur YouTube, Twitter, etc., tout ce travail d'éducation que tu mets en place, c'est essentiel. Tout ce que tout le monde fait en fait, de chez les libéraux, justement à faire passer ces idées-là, on commence peut-être petit, on part de très très loin, mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Et quand je vois comment ça a pris en quelques mois, je me dis 2027, Alors c'est pas très loin, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là, quoi. quand tu vois l'Argentine, c'est sûr que ça fait rêver, ça donne de l'espoir, en fait. Malheureusement, j'ai envie de dire que, pas partout, elle bouge la fenêtre d'Overton, pas partout. Mm. Bon, Trump déjà, tu parlais de Trump, mais Trump, économiquement parlant, Ouais. il y a rien de libéral. Ah oui, Ces totalement. Ouais. taxes douanières, c'est absolument pas libéral. Après, et ça a été mal compris, ça a été mal interprété aussi par le camp libéral. C'est-à-dire que ces taxes douanières, si tu veux, mon avis, Mm. et ça s'est vérifié aussi, dans la plupart des cas, c'est que c'était absolument pas une politique économique, c'était une politique diplomatique, tu vois? Oui, C'était sa façon de faire de la diplomatie et il a gagné en totalement, faisant comme ça. Tu vois? totalement. C'était pas partie de sa doctrine économique. Pour autant, il est pas libéral du tout, Trump, tu vois? Il est très conservateur, Totalement. et économiquement, il n'est pas libéral. Milei, par contre, effectivement l'est et ça donne de l'espoir. Mais maintenant, quand tu vois le traitement médiatique qui est fait pour ce genre de personnes, notamment Milei, toute la presse française à 2 exceptions près, si tu veux, les journaux connus pour être vraiment, de droite, quoi, tu vois? Vont te présenter Milei comme un fasciste d'extrême droite. Et c'est abominable parce que, je veux dire, le mec est progressiste, tu vois? Je veux dire, il est libéral. Enfin, Ouais. il est libertarien, donc il est pas d'extrême droite. Le seul axe, politique sur lequel tu peux dire qu'il est à l'extrême droite, c'est l'axe économique. Mais en France, quand on dit droite-gauche, on fait jamais référence à l'axe économique, en fait. Bien sûr. Heu, heu, mais Milei n'est absolument pas d'extrême droite et du coup, ils sont dépeints comme le mal absolu. On ment, ouvertement dans la presse, hein, en balançant, des chiffres périmés et en disant: «Regardez Milei, a a a
a appauvri l'Argentine. Oui. Et dans le même temps, tu as l'UNICEF qui se félicite que Milei ait sorti 1,2 million d'enfants de la pauvreté, tu vois. En France, on dit Ouais, il y a un petit bug. il appauvrit le. Bon, enfin bref. Et du coup, la perception, nous on le sait parce que on est libéraux, qu'on se tient informé et qu'on y comprend un minimum en économie, mais le français moyen, ben il se tient informé grâce à la télé, grâce aux infos, grâce aux journaux. Et pour lui, Milei, c'est un vilain, un petit Hitler Mmh. ou qui tue, je sais pas, si tu veux, alors que pas du tout. Et du coup, ça contribue à donner une mauvaise image de tout ce qui est libéralisme. Et en France, en plus, le simple mot libéralisme n'est pas compris. C'est-à-dire que c'est devenu un mot valise dans lequel qui sert à étiqueter en fait tout ce qui a foiré économiquement. Mmh. Ça a pas marché, c'est la faute du libéralisme. Ouais, c'est Ça ça. avait rien à voir avec le libéralisme, mais c'est la faute du libéralisme. Voilà. Et dans la tête des Français, le mot libéralisme, c'est personne ne sait ce que ça veut dire, mais il y a l'étiquette mauvais dessus. Tu vois, c'est dans la Mmh. mauvaise case. Et c'est comme oh putain, j'avais un super exemple, j'ai oublié. Oh, j'avais un super exemple et j'ai oublié. Eh ben, tant pis. Si on devait définir le libéralisme en quelques mots, c'est assez simple. C'est la défense des droits de propriété, de la liberté individuelle et de la personne, hein, donc le respect tout simplement de la vie d'autrui. Et à partir de ça, on en découle plusieurs grandes règles générales, dont, si on reste dans la tradition libérale classique française, c'est tout simplement le laisser-faire. Donc le laisser-faire, c'est qu'à partir du moment où tu reconnais que l'individu a droit à la propriété, à commencer par la propriété de soi-même, qu'il est libre et que tu as juste à respecter son choix de vie, sa vision personnelle de ce que représente le bonheur et sa capacité en fait à atteindre cette propre vision personnelle, bah tu t'en viens en fait à défendre le laisser-faire. C'est-à-dire tu défends chaque planification individuelle qu'a les individus d'atteindre la fin qu'ils souhaitent. C'est C'est ça. tout simplement ça le libéralisme. C'est ça, le respect sacré de la propriété d'autrui, effectivement, Mmh. à commencer par son propre corps et in extenso, du coup, de son propre corps, sa propre force de travail, le fruit de sa propre force de travail, et cetera, et Tout cetera. à fait. Liberté fondamentale et du coup, liberté d'en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il veut se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre qui va être d'accord, Mmh. ils peuvent, faire ce qu'ils veulent ensemble tant que ils respectent la propriété privée d'autrui qui n'a rien demandé, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que 2 personnes qui sont consentantes et adultes, hein, évidemment, adultes et consentantes, peuvent s'entendre et faire absolument ce qu'elles veulent, tant qu'elles ne font pas chier une tierce personne qui n'a rien demandé, tout Mmh. simplement. Et le C'est ça. monde serait tellement mieux si tout le monde faisait comme ça, en fait. Je veux dire, qu'est-ce Ah que oui, ça non peut mais te foutre que 2 personnes qui font chier personne, fassent des trucs dans leur coin, en fait? Qu'est-ce que ça peut te c'est foutre? ça. Ouais, et une dernière chose aussi qu'il faut comprendre parce que quand tu genre quand comment dire? Quand tu sors ce genre d'exemple, tu vas dire: «Oui, mais tu vas légitimer le fait que tu es une personne qui vend un rein à un autre, qui va se» enfin voilà, enfin ce genre de truc. Il faut juste comprendre une chose, c'est qu'un monde où les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas un monde où, les gens vont eux-mêmes se causer du propre mal, où les gens vont vraiment de verser dans le sang moral, absolu en fait. Parce que quand tu laisses faire les gens, tu admets aussi qu'il y a une morale, comment dire? Que tu as une morale collective qui va émerger naturellement, qu'elle soit familiale, religieuse, communautaire, et tu admets en fait que ta liberté, elle peut s'exercer individuellement, mais elle s'exerce pas, de manière, coupée des autres. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir faire non plus ce que tu veux parce que la morale et les normes, le ce qu'on appelait le droit coutumier en fait, hein, te l'empêchera quoi. Parce que c'est aussi Alors, tu 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 touches à un sujet qui est super intéressant parce que, on m'avait posé cette question justement, tu vois, par rapport à la politique de Milei qui disait que Milei justement, à l'époque, mmh, parce qu'il a jamais développé ça au final une fois élu, mais avant son élection, il disait qu'il légaliserait la vente d'organes. C'est-à-dire que qui voudrait pourrait genre vendre son rein pour se faire de ouais, l'argent. Et effectivement, moi, en tant qu'humain, si tu veux, j'ai tendance à me dire, OK, de manière tout à fait logique, quelqu'un qui est dans la dèche, heu heu heu, il va vouloir s'automutiler pour pouvoir se faire un peu d'argent, tu vois? Et en tant qu'humain, tu as pas envie que quelqu'un d'autre en arrive là pour qu'il se sorte de la merde. Tu vois? Tu c'est ça. tu dis: «OK, il y a un danger qui est ici et
il faut pas que ça me fait chier, tu vois? Ça me fait pourtant je suis libertarien, hein, mais ça me ferait chier que quelqu'un en arrive là, en fait. Et de l'autre côté, en fait, quand tu poses le problème vraiment, parce qu'il faut, pour réfléchir à ce genre de sujet, vraiment de manière, objective et saine, il faut mettre l'émotionnel de côté et il faut se dire: «OK, quelqu'un qui va en arriver là, s'automutiler pour se faire un peu d'argent, que ce soit légal ou pas légal, elle va le faire quand même, en fait», si tu Mmh. veux. Le truc, c'est que si c'est pas légal, elle va le faire, dans des conditions absolument dégueulasses, au détour d'une rue avec un scalpel mal nettoyé et compagnie et tout, et c'est horrible de se dire que, heu, pour que ce soit peut-être un peu plus safe, et ben tu vas devoir, peut-être le légaliser, et c'est un peu comme l'IVG d'ailleurs. C'est-à-dire que l'IVG, tu as beau l'interdire ou l'autoriser, heu, les femmes qui veulent avorter trouveront le moyen d'avorter, en fait. Mmh. Et si c'est illégal, et ben, elles s'avorteront en se mettant une épingle à tricoter, si tu veux, avec le risque de mourir. Mmh. Tandis que si c'est légal, et ben, elles le feront dans les meilleures, conditions et les plus saines, dans une clinique, tu vois? Donc quoi qu'il arrive, si une personne veut vraiment vendre son rein, elle va réussir à le vendre. Quoi qu'il arrive, si une personne veut vraiment avorter, eh ben, elle va réussir à le faire, que ce soit légal ou que ce soit pas légal. Le problème, c'est que si tu rends ça illégal, heu, il y a un Mais risque c'est beaucoup pas plus élevé, si tu veux. mais de toute façon Et l'idéal étant que, les personnes n'aient jamais à devoir vendre un rein pour s'en sortir non plus, tu vois? mais totalement, Personne ne souhaite ça. totalement. De toute façon, sur ces questions-là, sur les questions morales, l'État n'a pas son mot à dire. L'État est juste là pour, protéger la propriété privée des gens, tu vois? Et la question morale de l'avortement, du coup, ça ne concerne que la dame en question et sa propre morale et celle de sa communauté, tu vois? On n'a rien à J'aime dire j'aime pas là-dessus. pas trop parler IVG parce que c'est un sujet Ouais, qui c'est assez divise au sein ouais, ouais, tout à fait. de l'iva Tout à fait. Voilà, de toute façon, il y a pas à interdire légalement, ça. Voilà, comme ça on est d'accord là-dessus. Après les gens sont libres, voilà, exact de ça. Après pour le sujet de par exemple du rein, il y a une chose que j'ai envie de dire, toi, si tu es libéral, donc si tu admets que l'État n'intervient pas dans l'économie, tu admets du coup que l'État laisse l'économie évoluer telle qu'elle devrait évoluer, c'est-à-dire être naturellement déflationniste, c'est-à-dire que tout le monde profite à terme des gains de productivité. Donc qu'en fait, tout simplement, chaque individu, même les individus qui sont les moins bien placés dans la grande division du travail, s'enrichissent continuellement. C'est-à-dire que le libre marché de lui-même crée de la richesse, la répartit naturellement, et même la personne qui est dans la dèche, on a tout intérêt à ce qu'elle devienne plus riche pour qu'elle n'ait pas justement à recourir à vendre un rein pour justement subvenir à ses besoins. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut pas aussi, et ça je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs modernes autrichiens qui en ont parlé, comme Guido Lussmann, ils disent aussi que justement dans un système libéral, il y a tout un pan de l'économie dont on parle quasiment jamais, c'est l'économie qui n'est pas monétarisée. C'est-à-dire c'est l'économie qui n'est pas financiarisée, ou dans lequel en fait la monnaie n'intervient pas. Et une grande partie de l'économie dont on ne parle jamais, c'est la solidarité. On n'en parle jamais. absolument. Et dans l'économie, il y a ça, hein, c'est que plus une société est riche, plus la société peut dépenser sa richesse dans la solidarité. Parce que quand on s'engage dans l'échange, c'est-à-dire que quand tu m'achètes un truc ou moi je t'achète un truc, on est tous les deux gagnants, parce que moi je retire plus d'utilité personnelle à avoir ce que toi tu possèdes, et toi tu retires plus d'utilité personnelle avec l'argent que moi je vais te donner pour le même bien, toi. Et cette logique, en fait, elle est exactement calcable sur la solidarité, donc sur ces échanges dans lesquels la monnaie n'intervient pas, parce que toi, tu as tout intérêt, si tu as du revenu disponible, tu as tout intérêt, parce que parce que tu te sens mieux, en fait, ça te fait du bien à l'âme, tout simplement. Tu as tout intérêt, en fait, à aider celui qui est dans la dèche, quoi. Et si les gens étaient plus sûrs de leur monnaie, s'ils savaient que c'était une bonne réserve de valeur, s'ils étaient dans une économie où justement la monnaie s'apprécie, donc elle gagne de la valeur dans le temps, si on est dans une économie où les gains de productivité font que ta monnaie gagne continuellement en pouvoir d'achat, etc., etc. Donc en fait, que les individus s'enrichissent, ils seraient plus incités justement à dépenser leur richesse, hein, tout simplement dans des actes de solidarité, quoi. C'est Et le truc, c'est que c'est même pas juste une idée, tu vois? Je veux dire, c'est même pas juste de la théorie, c'est qu'on le voit,
dans la pratique. On a des exemples de ça et on a des exemples de la réciproque aussi. C'est-à-dire que tu prends aujourd'hui les États qui sont les plus libéraux économiquement. Un index que j'aime bien, c'est celui de la Heritage Foundation, qui te met Singapour en numéro 1. Tu as Singapour, Suisse, Irlande. Ce sont les pays où le taux de pauvreté est le plus bas, en fait. Tu veux dire, et ils mettent la misère à la France surtout. Non seulement le taux de pauvreté est le plus bas, mais ils mettent la misère à la France sur tous les indicateurs sociaux, que ce soit de l'accès aux soins. Ils ont le meilleur système de santé du monde, Singapour. Pourquoi? Parce que tu as d'abord du privé, ensuite du public en filet de sécurité. Tu vois. Et c'est un des plus performants du monde. C'est le plus performant du monde, système de santé. Tu vois. Là où 2 Français sur 3 dans le pays des droits de l'homme et de la carte verte, tu sais, t'as 2 Français sur 3 qui renoncent aux soins. 1 sur 3 renonce aux soins faute d'argent et 1 sur 3 renonce aux soins faute de délai raisonnable. Tu te rends compte que ça fait 40 ans qu'on te vend la Sécu comme le meilleur système de santé du monde. Tu vois, c'était peut-être vrai il y a 40 ans, ça l'est plus aujourd'hui. 1 Français sur 3 renonce aux soins faute d'argent. Faute d'argent, tu vois, avec le pognon que ça coûte. C'est un truc de malade mental. Et ce que je disais de l'exemple du coup de la réciproque, c'est-à-dire que même dans un état social comme la France, qui est le pays qui a la plus grosse dépense publique, mais aussi la plus grosse dépense sociale du monde, et le pays qui a réduit le plus l'écart entre les riches et les pauvres après redistribution, même en France, eh ben, tu as des structures comme les Restos du Cœur, comme le Secours populaire, etc. Et il y en a des dizaines et des dizaines d'associations comme ça. Elles ne devraient pas exister en France, en fait. À quoi il sert l'État, en fait, l'État social, si elles sont obligées de faire le travail à leur place, typiquement. Et elles arrivent justement à nourrir des gens, à habiller des gens, grâce à la solidarité des autres. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont pas envie de voir leurs prochains crever de faim dans la rue. Donc naturellement et de même, sans qu'on les oblige, les gens vont aider leurs semblables, en fait. C'est humain. C'est clair, et ça, je sais que j'en ai déjà parlé dans quelques épisodes de podcast, parce que quand j'étais jeune, j'ai vécu aux États-Unis. Donc j'ai vu justement sur place, en plus dans des communautés assez blindées, et j'ai vu sur place la charité, la solidarité, et il faut pas croire, hein, plus tu as d'argent disponible, plus tu es incité justement aux actes économiques marchands, donc qui restent comme des actes économiques, justement d'aider ton prochain. Donc ça j'en suis persuadé, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, et j'ai été cette solidarité, cette charité pair à pair, en fait, d'individu à individu, qui n'est pas le modèle français, où on a une solidarité qui est centralisée, collectivisée, qui descend du haut vers le bas. Et ben en fait, quand tu vois ça de tes propres yeux, la vraie solidarité, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas l'État qui te force à être solidaire, c'est vraiment spontané, c'est vraiment individuel. Et là, tu vois en fait toute la beauté du geste. Et moi, franchement, ça m'avait profondément marqué. J'avais trouvé ça à la fois beau et presque anormal, parce que nous, en France, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, quoi. Ah ouais, mais bon, mais puis c'est encore différent encore, tu vois, parce que c'est on est une société qui culturellement énormément dans l'entraide, si tu veux. Donc pour moi, c'est naturel d'aider un proche même que je connais pas, en fait, hein, mais qui est dans la dèche ou quoi, je l'aide, si tu veux. On a des traditions, si tu veux, c'est juste que au fait, si tu veux, et typiquement à Noël, on rajoute un couvert en plus. C'est symbolique, c'est un couvert en plus, mais qui veut dire si tu as faim, ma porte elle est ouverte, viens manger, en fait. Viens assieds-toi à ma table. C'est symbolique. Et bon, c'est une culture de l'entraide, c'est culturel. Et effectivement, je me rappelle la toute première fois que je suis allé adulte sur les Champs-Élysées. J'ai vu, c'était à l'époque où on avait des bureaux dans le 8e, donc le soir, je sors sur les champs. Donc j'arrive sur les champs, je tourne, je commence à marcher, là, je vois une mère avec une gamine en train de faire la manche. Je sors mon portefeuille, je lui donne un billet de 20 €, si tu veux, et je continue de marcher. 10 mètres plus loin, une autre mère avec une gamine en train de faire la manche. Je sors mon porte-monnaie, je lui laisse un billet, si tu veux, et je continue d'avancer. Pareil, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Et là, je lève la tête, j'essaie de voir au loin, en fait, et si tu veux, il y en avait tous les 10 mètres. J'ai dit, bon, en fait, si je fais 100 mètres, je suis ruiné, en fait, tu vois. Mais en fait, j'étais parti avec le portefeuille plein, j'ai vidé totalement mon portefeuille, et quand j'ai raconté ça le lendemain,
aux employés. Ils m'ont dit: «Mais Nicolas, tu es un malade mental, faut pas leur donner». Je dis: «Mais comment ça, faut pas leur donner? Tu es» enfin, je veux dire, je les Ouais, fais manger, enfin, je les fais manger. Ils ont faim, tu vois? Je veux dire, ouais. ça les aide, je vois pas pourquoi je les aiderais pas et ils comprenaient pas, en fait, la démarche. Mais effectivement, quand il y en a tous les 10 mètres, c'est un truc que tu peux Oui, c'est que ça, tu ouais. peux pas faire, tu vois? Ouais, puis, non, puis il y a ça, il y a ça, il y a une autre chose aussi, c'est que toi, tu vois, tu étais incité à être solidaire dans ta communauté. Sauf que, tu Ouais. vois, un Parisien avec le clodo du coin qui est sur le trottoir, tu vois, il a aucun lien, avec lui, autre le fait qu'ils ont le qu'ils sont sur le même trottoir, tu vois? Il y a pas de lien culturel, qui les rapproche, il y a pas d'incitation, du coup, communautaire à s'aider les uns les autres, et c'est pour ça, comme je disais juste avant, en fait, les ceux qui ont encore préservé malgré justement cette attaque continue de l'État sur les institutions spontanées, sur les communautés, régionales et cetera. Malgré la tentative de l'État d'uniformiser le plus possible, les individus qui vivent sur son territoire, tu as quand même des noyaux un peu de résistance comme ça, comme les Corses, comme les Bretons et cetera, qui ont préservé, ce sens-là, tu vois? Et je pense que ces richesses-là, qui sont vraiment issues des traditions, ouais, spontanées des individus, ceux comme toi qui ont la chance d'avoir ça, sont mieux armés dans le monde qui va venir que ceux qui n'ont pas ça, quoi. Tu vois, moi, j'habite sur le continent en quelque sorte. Moi, j'habite dans ce genre dans ces départements qui ont été totalement éradiqués par la République. Ça porte un nom de rivière, tu sais même pas trop d'où ça sort le truc. Enfin, tu vois, il y a plus ce genre de lien comme dans certaines régions comme en Corse, et je trouve ça dommageable parce que du coup, aujourd'hui, si tu prends le français lambda, à qui on a désappris justement la solidarité intergénérationnelle, à qui on a appris sagement Ah d'attendre oui, sa oui, retraite. il y a une Ouais, il y a déshumanisation exactement. et même parce que tu vois, ils nous taxent d'égoïstes, mais j'ai envie de dire qu'ils sont potentiellement beaucoup plus centrés sur eux-mêmes que nous les libéraux, en fait, tu Ah vois? bah, totalement, totalement. Typiquement, moi quand je vois certaines vidéos, tu vois, je veux dire, en France, des agressions dans la rue ou dans le métro ou quoi, je me dis: «Mais pourquoi personne n'intervient?» C'est en Corse, c'est inenvisageable que quelqu'un se fasse agresser dans la rue et que tout le monde baisse la tête et continue de marcher, si tu veux. Ça Mmh, n'existe pas ici, c'est pas possible, ça ne peut pas se produire. mmh. En Corse, tu vois une agression, tu interviens obligatoirement, tu vois? Je veux dire, heu heu, il y a je ne comprends pas, tu vois? Je ne comprends pas. Ouais, non, mais Il y c'est a un fossé qui ouais, non, mais après, voilà, c'est juste on a été déshabitués à ça, quoi. C'est-à-dire on a l'État s'est substitué aux anciennes, communautés, aux anciennes, voilà, et malheureusement, c'est comme ça. Après, ça va revenir. Ça, je suis sûr que ça reviendra avec le trou. De toute façon, la nature a horreur du vide, hein. Si jamais l'État ne prend plus bien en charge justement cette solidarité nationale, et cetera, d'autres modèles alternatifs, prendront la relève, ça c'est clair et net, et ce sera le marché qui décidera lui-même. Ça reviendra quoi qu'il arrive. De toute façon, l'humain s'adapte toujours assez bien. Mais en tout cas, je pense que ça fait un beau mot de la fin à cette dernière partie sur cette thématique, hein. Et je rajouterais juste une chose parce que je pense que ça va bien clôturer le truc, hein. Les pays où on vend son rein, c'est une spécialité des pays socialistes, hein, pas des pays libéraux. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est plus vrai comme ça qu'à l'inverse. c'est pas Heu, faux. ouais. Alors justement, avant qu'on termine, Nicolas, est-ce que tu avais peut-être toi un dernier sujet que tu voulais évoquer, Alors je pense qu'on a fait un super tour là, Ah ouais? on a passé pas mal de sujets, super intéressant, on a eu une bonne discussion, Ouais, totalement, non, ouais. ouais. Ah franchement, là, ça fait 1 heure et demie qu'on parle, un peu plus d'1 heure et demie d'ailleurs. Super discussion. De toute façon, je m'attendais à ça Ouais. avec toi. Génial. Je suis très content en tout cas, ouais, de t'avoir eu avec moi ce soir parce que, ce sont des très, très beaux sujets, et il y a encore matière à faire, d'autres discussions, je pense, hein. Il y en a encore sous la patte, hein. Heu, alors juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver toi sur internet, sur les réseaux? Alors, principalement, là où je suis le plus actif, ça va être sur Twitter, donc Nicolas Alphonse, tout attaché, hein, avec un F, Alphonse, ALFONSI, et sur, Insta, nico.alphonsi, et je pense que je vais faire une chaîne YouTube éminemment sous peu, Mmh, pour l'instant, OK. j'en ai pas. Ah bah, Ah ça va. et pareil, podcast avec, donc ça c'est pas moi l'host, c'est le Guise, mais tous les jeudis soirs, on fait un podcast live, à 20 heures qui s'appelle Les méchants capitalistes, où on parle principalement d'actualité, mais sous l'angle libéral,
Et moi, j'ai une chronique où je parle peu d'actualité. J'ai une chronique de fond dans laquelle Ok. je fais des chroniques historiques sur des expériences libérales ou même des fois socialistes. Et je suis un peu plus dans le fond. Mais c'est une très très bonne émission qui gagne pas mal en popularité d'ailleurs. Ouais, ouais, ça marche bien, ouais. Carrément, ouais. Ouais, ça marche super bien. Et Donc, il y a quelques rediffs, pas en entier, mais de certaines chroniques, souvent sur la chaîne YouTube de Le Guise. ok. G-U-I-Z. Le Yes, bah, de toute Guise. façon, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir à la fois le compte X de Nicolas si vous voulez le suivre, voir un peu ce qu'il fait sur Insta également, et justement, je mettrai en lien la chaîne du Guise pour que, voilà, pour ceux qui sont intéressés pour suivre justement cette émission Les Méchants Capitalistes, aillent voir à quoi ça ressemble, parce que pour en avoir regardé quelques-unes, c'est sympa. C'est sympa, c'est dynamique, c'est assez cool, quoi. Bah écoute, moi il va me rester encore une dernière fois à te remercier. Super épisode. Merci encore à Avec toi. grand plaisir. Et puis bah je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci à S- tous. Salut.